Ok, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette conférence au nom peu aguicheur, donc autodéfense intellectuelle, éducation aux médias, information, donc voilà, un peu plein de noms barbares. On va essayer déjà d'expliquer un peu tout ça. Avant toute chose, quelques remerciements. Je répète, merci à vous de vous être déplacés, malgré le temps, malgré l'heure, malgré tout. Merci à l'AJT de me permettre de faire ça et de me filmer, de pouvoir faire en sorte que mon projet démarre comme ça. Merci à tous mes vieux amis et quelques enseignants qui ont pu venir se déplacer, voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc avant toute chose, l'autodéfense intellectuelle, qu'est-ce que c'est? Euh, alors non, c'est pas des combats de catch pour les joueurs de Scrabble aguerris. Ça méritait d'être souligné. Non, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être la répartie, ça peut être la logique, ça peut être la culture. En fait, au final, si on reste un peu flou, ça peut être plein de choses. Tout savoir peut être de l'autodéfense intellectuelle, mais tous les savoirs ne se valent pas. Et surtout, tous les savoirs, si on veut être précis, ne se valent pas si notre but, c'est d'arriver à utiliser notre cerveau de façon optimale. Cerveau, hein, cette boule de graisse qui flotte dans votre boîte crânienne, avec toutes les connexions électriques qu'on lui connaît. Et donc ce soir, on va voir en toute modestie plein de petites choses, sans entrer trop dans les détails. À travers un petit voyage dans l'espace, on va s'arrêter à droite à gauche pour apprendre plein de petits trucs et astuces, des fun facts, des petites expériences sociologiques et plein de choses qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours pour manipuler les autres, ne pas vous faire manipuler, ce qui est encore mieux, essayer de déjouer les pièges des médias, de la politique, des fake news et aussi vos propres biais, vos propres pièges à vous, parce qu'on va voir que finalement première chose qui nous piège tous les jours, c'est nous-mêmes, nos propres biais. Donc voilà, on va voir tout ça. Alors, un petit plan pour commencer. Voilà, j'adore les diagrammes de Venn, comme ils appellent ça. Donc, c'est mon plan. On va avoir une petite partie un peu science, une petite partie un peu cerveau, une petite partie un peu média, et puis elles vont toutes se croiser. Donc, on va parler biais cognitifs, on ne le voit pas très bien, qui parle donc la science du cerveau, les biais cognitifs. On va voir la science des médias avec les méthodes scientifiques et comment on parle de science dans les médias, comment souvent on nous trompe, on nous induit en erreur quand on parle de science dans les médias. Et puis on va voir aussi donc médias et cerveau, on va parler d'influence et de manipulation, avec un peu de langue de bois et des arguments fallacieux, etc. Donc voilà, on va voir tout ça dans un ordre chaotique, en se baladant un petit peu. Et donc, première chose, refaisons le point sur notre point de départ. Ça marche pas. Je vais y arriver à force. Voilà. Donc, nous sommes là. Planète Terre, de Blue Marble, comme ils disent, ce qui veut dire la bille bleue. Donc, en gros, nous sommes là-dessus. Une petite bille bleue qui flotte dans l'espace. Donc, cette photo a été prise, comme c'est marqué le 7 décembre 72, par Apollo 17 à quasiment 30 000 km de haut. Et c'est marrant parce que ça leur a fait un effet que personne n'avait eu avant. C'est justement ce qu'ils appellent l'effet de la bille bleue. C'est-à-dire que là, elle est zoomée, mais les astronautes dans leur vaisseau, quand ils étaient dans l'espace, ils ont vu la Terre de loin, comme ça, perdue dans l'obscurité, et puis ils se sont rendus compte de quelque chose, en fait, c'est qu'on était un peu tous sur le même bateau, et qu'on était en fait juste sur un petit grain de poussière qui flotte au milieu de rien, et que c'était vachement éphémère tout ça. Et que ça, on peut pas s'en rendre compte quand on est vu du sol, mais quand on prend un peu de recul comme ça, un peu d'altitude, tout de suite ça fait un peu bizarre de se dire que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on n'a jamais connu, toutes les personnes qu'on aime et qu'on déteste, sont toutes coincées sur ce petit caillou qui dérive dans l'espace. Et donc c'est là qu'on est, et c'est d'ici qu'on va partir pour notre petite conférence. Alors, planète bleue, oui, non, pourquoi? Planète bleue parce qu'il y a plein d'eau. Ça, tout le monde est d'accord. Plein d'eau, planète bleue, et plein de flotte, on est tous d'accord. Plein de flotte, pas tant finalement. Parce que quand on regarde, euh, là, la bille bleue qui est représentée, la grosse, c'est toute l'eau qu'il y a sur Terre, qui est représentée là, à l'échelle. Finalement, les océans, ils sont pas très profonds si on regarde. Si je reprends si la Terre c'était une pomme de 10 cm de diamètre, le point le plus profond des océans ou le point le plus haut des montagnes, comme l'Everest, il ferait en fait à peine 0,086 mm. Donc à peine 10 fois moins que l'épaisseur de la peau de la pomme. Au final, les océans, ils ont beau être très profonds pour nous, par rapport à la taille de la Terre, c'est rien.
elle est à peine recouverte. La masse d'eau sur la Terre, c'est 0,023% de son poids, donc c'est rien. La deuxième petite bille bleue qu'on voit, c'est toute l'eau douce, donc non salée. Majoritairement donc au Groenland et à l'Antarctique, avec quelques glaciers. Donc déjà, on voit qu'il n'y en a plus beaucoup. Et la dernière petite bille bleue que vous arrivez à distinguer, la troisième, la plus petite, c'est toute l'eau douce qui est facilement accessible à l'humanité. Donc ça, c'est les fleuves, les rivières. Et donc là, on se rend compte que finalement, la planète bleue, on a beau avoir plein d'eau, c'est quand même assez rare et c'est quand même assez précieux l'eau. Finalement, Waterworld, ils avaient peut-être compris la chose un peu avant. Donc ouais, l'eau, c'est précieux. Première chose qu'on peut se rappeler. Et puis voilà, une bonne façon de mettre les choses en perspective. Comment une planète qui est recouverte à 70% de flotte est en fait très, très limitée dans ses ressources en eau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Elle est très peuplée, cette planète. Alors, est-ce qu'elle est beaucoup peuplée ou pas? Bon, on est un peu plus de 7 milliards, bientôt 8. Si on se tenait tous la main pour faire une chaîne, on pourrait faire 260 fois le tour de la Terre. Ce qui paraît pas mal. Par contre, si on se mettait tous les humains dans une petite boîte d'1 mètre cube, les uns à côté des autres, le cube, il ferait à peine 2 km de côté. On pourrait nous ranger dans un espace qui est plus petit que la fac. Alors comment à la fois autant d'individus peuvent faire 260 fois le tour de la Terre et puis faire qu'un si petit cube? Ça, c'est une des premières choses qu'il va falloir retenir. Première chose, c'est donc la précision. Quand on va parler, à partir de ce soir et pour tout le temps, et vous allez faire attention à ça tout le reste du temps, c'est la précision de quand on parle. La précision, donc, premier principe. Je vous ai mis une petite citation de Paul Valéry, qui justement est un très bon vulgarisateur et qui parle de vulgarisation parce que voilà, quand on fait de la vulgarisation, on dit des choses fausses. Mais sauf que si on ne vulgarise pas, on ne peut pas utiliser ce qu'on dit parce que tout est trop compliqué. Donc le principe même de communiquer, de faire de la science, c'est de vulgariser. C'est de dire des choses qui sont fausses mais simples. Mais donc voilà, la précision, c'est pas dire on est beaucoup, on n'est pas beaucoup, c'est dire combien on est, le chiffre. C'est dire c'est pas on a beaucoup d'eau sur Terre, on n'a pas beaucoup d'eau sur Terre, c'est de dire combien il y en a vraiment. Et ça évite que des gens puissent se taper dessus parce qu'ils parlent de la même chose mais sans se rendre compte qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur les termes. Ça évite aussi par exemple que des politiques vous parlent sur Twitter et disent des vérités générales sans vraiment savoir ce qu'ils pensent, savoir ce qu'ils disent, parce que voilà, ils vous disent des vérités comme la liberté d'expression jamais aussi affaiblie, la liberté d'expression plus forte que jamais, à 2 heures d'intervalle le même jour sur Twitter, avec une très grande confiance en eux. Donc voilà, comment ils arrivent à dire des choses comme ça? Tout ça parce qu'en fait, ils se mouillent pas trop, ils sont pas précis. Ils disent des grandes vérités générales sans vraiment rentrer dans la précision, sans donner de chiffres, sans rien. Donc voilà, être précis dans ce qu'on dit, ça c'est la première chose et la plus importante. Donc parlons encore précision et continuons le voyage. On a vu la Terre, petite bille bleue, 2 cm de diamètre. Je l'ai déjà perdue, non, elle est là. Si la Terre fait 2 cm de diamètre comme cette bille, quelle est la taille de la Lune? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, qui veulent le dire? Oui. Une épingle à nourrice. Non, le bout d'une épingle à nourrice. C'est petit du coup, vraiment petit, moins d'1 millimètre. Alors c'est un peu plus gros. C'est un peu plus gros même, et on ne s'en rend pas souvent compte. La Lune, elle fait en diamètre le quart. À peu près un quart de la Terre. Encore une fois, si on n'est pas précis dans les termes, on peut faire dire ce qu'on veut, parce que si je parle de diamètre, effectivement c'est le quart. Par contre, si je parle de son volume, la Lune, elle est 23 fois plus petite que la Terre. Si je parle en poids, elle est 80 fois plus petite que la Terre. Donc encore une fois, il y a des gens qui pourraient vous dire qu'elle est 4 fois plus petite, 23 fois plus petite, 80 fois plus petite, parce que justement, ils ne précisent pas de quoi ils parlent. Donc la précision, c'est important toujours. Donc là, je vous ai mis les diamètres. Alors maintenant, on a vu la taille, mais elle est à quelle distance, cette Lune? Voilà, ma Terre qui flotte dans l'espace. La Lune, elle est où? Elle est à 2 cm, 3 cm, 5 cm, 10. En fait, à cette échelle-là, elle est à 60 cm. Ça fait quand même pas mal loin. Souvent, on a des idées un peu erronées de ces distances et de ces tailles, parce que depuis petit, on a des images avec la Terre et la Lune complètement disproportionnées. Donc voilà, la Lune, elle est quand même pas toute proche. D'ailleurs, pour se rendre compte,
Si vous pliez une feuille de papier 42 fois sur elle-même, vous avez une tour de papier qui va jusqu'à la Lune. Si, je vous jure. Essayez, vous n'y arriverez pas. Mais si vous y arriviez, vous pourriez le faire. Le calcul, il est simple, il est comme ça. On prend une feuille qui fait 0,1 mm de base, on la plie 42 fois sur elle-même, donc elle double d'épaisseur à chaque fois. Et au final, on arrive à avoir quelque chose qui fait plus de 439 000 km. Donc voilà, rien qu'en pliant un bout de papier assez nombreux, assez de fois, vous pouvez aller jusqu'à la Lune grâce à ça. Et pourtant, c'est loin la Lune. C'est loin. D'ailleurs, il faut respecter le travail de ceux qui ont réussi à y aller avec un ordinateur qui était moins complet que la première Game Boy. Franchement, respect quand même. On va pas entrer là-dessus. La Lune, elle est tellement loin qu'on pourrait rentrer toutes les planètes du système solaire entre la Terre et la Lune. Pareil, à l'échelle. Vous pouvez voir toutes les planètes. Et mine de rien, cette petite Lune, ce petit caillou, si loin de nous, c'est quand même ça qui arrive à faire les marées, qui arrive à tirer toute la flotte qu'il y a sur Terre, qu'on a vu tout à l'heure, pour faire des marées de plusieurs mètres. Voilà qui est impressionnant quand même. Je reprends mon souffle un peu parce que je m'essouffle. C'est une pause, vous pouvez admirer en attendant. Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans le corps médical ici? Oui, non. Pareil, alors je pose la question plus à ceux qui sont dans le corps médical, mais tout le monde peut y répondre. Qui ici a déjà entendu, par exemple, parce qu'on parle de la Lune, qu'il y avait plus de naissances les soirs de pleine Lune? Voilà, ceux qui travaillent dans le corps médical, ils le savent, ça, ils l'ont déjà entendu. Personne d'autre n'avait jamais entendu ça avant? Ah. N'hésitez pas à lever la main comme ça quand je vous pose des questions, parce que moi je vois pas. Et ouais, plein de gens l'ont déjà entendu ça. D'ailleurs, on pourrait se dire du coup, pour vérifier ça, le plus simple, c'est de demander à ceux qui travaillent dans le métier, donc voilà, le corps médical. C'est vrai que la plupart des gens du corps médical vous le diront, ouais, il y a plus de naissances. Une autre manière de pouvoir le savoir, c'est d'aller sur le site de l'INSEE, de prendre les chiffres des naissances sur les 50 dernières années. Il y a des millions de naissances en France sur les 50 dernières années. De les mettre sur un tableur et de les comparer avec les phases de la Lune. Puis on devrait pouvoir voir la différence. Donc quand on le fait, il n'y a pas de différence en fait. Ouais, non. Alors c'est bizarre quand même, parce que tant de gens le disent, même des gens du métier le disent, tout le monde l'a souvent entendu, et beaucoup de gens le pensent vraiment, sincèrement, ils s'en rendent compte, ils disent, mais si, mais moi, même avec les animaux et tout, moi je le vois tous les jours. Et ouais, mais pourtant, là, on vérifie avec les chiffres, et apparemment, il n'y a rien. Donc c'est quoi? C'est vous? C'est les chiffres? Et donc là, on va rentrer dans un premier truc, qui va nous suivre un peu toute la soirée, c'est que la vie des gens, la vie des experts, aussi nombreux qu'ils soient, ne valent jamais la preuve par les faits, par les chiffres. Et donc là, ça en est un bon exemple, parce que on n'est pas infaillible. Notre cerveau, il est plein de biais. Une façon simple de le savoir, c'est de regarder par exemple, voilà, là, ces lignes, elles sont toutes complètement parallèles. Et ouais, pourtant, il y a plein de gens qui y croiraient pas. Là, pareil, les carrés A et B, ils sont de la même couleur. Et là, plein de gens ne vont pas me croire, mais je vous invite à... Je mets la conférence sur Internet, vous irez regarder avec un logiciel, etc. Et vous pouvez vérifier. Là aussi, les carrés A et B sont de la même couleur. Ceux qui n'ont jamais vu ces illusions d'optique, là, pour la première fois, ils se disent « Ouais, non, mais je suis sûr qu'il y a un truc, enfin, c'est pas vrai, mais je peux vous jurer. » Et ceux qui connaissent cette expérience sont témoins. Tout cela est vrai. Là même, vous pouvez même vérifier. Si vous placez votre doigt entre justement les deux cubes, pour cacher la partie centrale, vous pouvez essayer de voir que les carrés A et B sont de la même couleur. Normalement, vous arrivez à vous en rendre compte. Parce que justement, c'est cet effet de lumière entre les deux qui vous induit en erreur. Mais normalement, vous arrivez si vous cachez assez bien la partie centrale, vous pouvez arriver à vous en rendre compte. Et là, j'aime bien, je vois tout le monde essayer, c'est intéressant. J'espère que ça marche. Je continue, j'en ai quelques-unes comme ça, moi j'aime bien, on va continuer un peu. Voilà. Est-ce que vous voyez cette image bouger? Alors, si vous bougez un peu la tête ou les yeux, des fois on la voit bouger. Effectivement, c'est une illusion d'optique qui a été inventée il y a 2 ans maintenant et qui est très très forte justement pour nous faire croire que les objets sont en mouvement. Celle-ci est très connue aussi. On a l'impression que le rond orange qui est à droite est plus gros que le rond orange qui est à gauche, alors qu'ils font exactement la même taille. Et une petite dernière aussi, parce que je la trouve assez impressionnante. Les deux formes A et B
sont exactement identiques. C'est complètement perturbant. Pourtant, on voit qu'elles ne sont pas identiques, mais si elles le sont. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Toutes ces illusions d'optique. Notre cerveau n'est pas infaillible. Notre cerveau, il fait plein d'erreurs. Ça, c'est à cause de l'évolution, le fait que notre cerveau ne soit pas parfait, qu'on a des centaines, des milliers d'années d'évolution derrière pour avoir construit ce magnifique objet qu'on a dans la tête. Sauf que ces années d'évolution, elles ont aussi, du coup, induit des biais. Parce qu'il fallait qu'on prenne des décisions rapides, des fois, pour pouvoir se sortir de périples dans la savane, pour pas qu'on se fasse manger, pour arriver à repérer les objets qui nous permettaient de nous nourrir. Notre cerveau, il s'est construit d'une certaine manière qui nous fait que maintenant, des fois, on a des erreurs de jugement. Donc les illusions d'optique, c'est une des meilleures façons, moi je trouve, de prouver que notre cerveau, il fait des erreurs tout le temps. Ces erreurs, on les appelle les biais cognitifs, et il y en a beaucoup. Et on va commencer tout de suite, et vous allez voir pourquoi je vais parler tout à l'heure des naissances. C'est le premier biais cognitif dont on va parler, c'est le biais de confirmation. Donc Peter Watson, qui l'a mis en lumière pour la première fois, et depuis, tous les biais cognitifs que je vais vous parler ce soir, ils ont été vus et revus, il y a eu beaucoup d'expériences dessus, ils sont avérés, acquis, on les remet pas en doute. C'est pas juste une petite étude d'un sociologue dans un coin. On a eu le temps de faire beaucoup de recherches dessus et de les essayer plusieurs fois. Peter Watson, il a fait une petite expérience, et puis on va pouvoir la refaire ici rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous donner une suite de nombres, de 3 nombres, qui suivent une règle. Et le tout, c'est que vous allez pouvoir me proposer des suites de nombres pareils, pour essayer de deviner quelle est la règle que j'ai mis en place. Ma suite de nombres, c'est facile, c'est 2, 4, 8. Et à partir de là, vous pouvez me proposer des suites de nombres pour essayer de deviner quelle est la règle sous-jacente de ma suite à moi. Donc quelqu'un veut en proposer une? 16, 32, 64, ouais, ça suit ma règle. Ça c'est bien. Vous en avez d'autres? Si vous pensez avoir compris la règle, vous pouvez me dire. 10, 12, 14, ça suit la règle aussi, ouais. Ah non, ma règle, c'est ma règle, elle n'a pas changé. Mais votre suite suit ma règle. Il y en a qui peuvent essayer, il y en a d'autres, vous pouvez y aller. Hein. Si vous pensez avoir une idée. 64, 126 et 206. Ouais, ça suit la règle aussi, ouais. Là, on a un esprit un peu qui essaye de passer par des recoins un peu. C'est bien. 63, Oui. 64, Oui. 66. Ça suit aussi la règle. Ouais. Alors, quelle est la règle? C'est pas la parité déjà. Il y a 3 chiffres, pas 3 nombres qui se suivent, non pas qui se suivent directement. Mais enfin, ouais, il y a 3 nombres. Non, vous n'étiez pas loin? Je sais pas si je dis 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça suit la règle, ouais. Et 3, 2, 1. 3, 2, 1, ça suit pas la règle. Il faut qu'ils soient supérieurs les uns aux autres. Voilà. Là, c'est bien parce qu'avec quelques idées, quelques essais, vous avez réussi à retrouver la règle. Effectivement, la règle, c'était simplement une suite de nombres croissants. Ce que Peter Watson a fait dans son expérience, quand il l'a proposé à des gens, au cas par cas individuellement, il s'est rendu compte que les gens allaient tout le temps essayer de confirmer ce qu'ils pensaient. Ils allaient proposer des suites de nombres, donc je vous ai dit 2, 4, 8, puis les gens proposaient donc 16, 32, 64, ou alors ils proposaient des choses paires. Ils essayaient toujours d'aller confirmer l'idée qu'ils avaient, au lieu d'essayer de l'infirmer. Et ça, du coup, ça faisait qu'ils tournaient un peu en rond, parce qu'ils donnaient des suites, on leur disait oui, et du coup ils pensaient avoir la règle alors qu'ils ne l'avaient pas. La bonne méthode en fait à faire quand on veut essayer de trouver ça, effectivement, c'est de procéder plutôt à l'inverse, c'est d'essayer de donner des suites qu'on pense fausses pour voir si elles sont vraiment fausses. Ce serait plus logique. En donnant des suites, voilà, avec des nombres complètement ahurissants, des trucs dans tous les sens, etc. Et là, on peut essayer d'avancer. Là, c'est amusant parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Tu nous as demandé qu'on a chacun proposé des choses différentes. Là, effectivement, en plus, alors là, on n'est pas une expérience de sociaux, on fait ça un peu facilement tous ensemble, mais là, ce qui est bien, c'est que vous avez pu vous aider des idées de chacun et des réponses de chacun, donc ça peut aussi influer là-dessus. Mais vous pouvez retrouver l'expérience, là je vous ai mis du coup le nom, je vous ai mis un petit screen de son expérience originale, où on voit que toutes les personnes du coup vont toujours essayer de confirmer ce qu'ils pensent. Et ce biais, on va rester un peu dessus parce qu'il est quand même assez important, parce que depuis qu'on l'étudie, on a compris plein de choses, c'est qu'il est à la base de beaucoup de choses en fait. Le fait, ce qu'il a montré de base, c'est qu'on donne plus d'importance aux choses et aux indices qui vont dans notre sens de pensée qu'à ceux qui le réfutent, à chaque fois. Et ça, c'est à la source de plein de choses, comme par exemple toutes les superstitions. Le fait que le vendredi 13, ce soit un jour qui porte malheur, le biais de confirmation va appuyer ça, parce que tout ce qui va confirmer notre pensée, notre croyance,
on va y donner plus d'importance que tous les indices qui, eux, vont contrer notre croyance, vont l'infirmer. Cette inégalité des indices et de la force qu'on leur donne, c'est ça le biais de confirmation. Et si du coup vous vous rendez compte, c'est à la base d'énormément de choses en fait. Ça peut même être à la base, il y en a qui pensent après l'avoir étudié que c'est aussi du coup à la base de toutes les superstitions, toutes les religions, toutes les pseudosciences, beaucoup de choses en fait qui dans les faits sont fausses mais que pourtant plein de gens pensent, ils ont sûrement un lien avec ça. Et donc c'est ça le lien qu'on voit avec le coup des naissances, c'est que dans les faits, les naissances, on voit très bien qu'il n'y a aucun lien avec la Lune, mais pourtant, tous ceux qui ont déjà entendu ça ou qui pensent ça, eh ben, ils vont se conforter dans cette idée-là, parce qu'à chaque pleine lune, dès qu'il va y avoir des naissances, ah bah oui, bah ça confirme, oui, effectivement, les pleines lunes, il y a plus de naissances. Mais par contre, les jours où il n'y a pas de pleine lune et il y a autant de naissances, ils vont pas trop y faire attention. Ça va pas leur chambouler, ça va pas leur faire tilt en mode, tiens, c'est bizarre, ça remet en doute mes croyances. Mais tu sais, à ce niveau, si on regarde vraiment ce que ça veut dire, ça veut dire que ça génère tous les problèmes qu'on a en tant qu'être humain dans nos relations aux autres. Parce que du coup, on n'est pas capable d'accepter un avis contraire aux autres. On va toujours chercher à se confirmer soi-même. C'est une base effectivement de réflexion. Alors après, on va pas lui mettre tout sur le dos à ce pauvre petit de confirmation parce qu'il n'est pas tout seul. Mais effectivement, c'est un des biais les plus importants, des plus présents. Et effectivement, on peut le mettre un peu dans une des causes de beaucoup de problèmes, effectivement. On aura le temps d'y revenir. Et par rapport à la Lune aussi, bah, du coup, ça remet en cause tout ce que vous avez déjà entendu, tout ce que peut faire la Lune, etc. Donc, plutôt que l'avis d'experts, plutôt que l'avis de gens éclairés aussi nombreux qu'ils soient, même si vous avez des centaines d'experts d'un domaine qui vous disent quelque chose, préférez toujours les faits vérifiables, chiffrables. Donc le deuxième principe, c'est celui-là, les faits avant tout. Parce qu'un fait, lui, il n'a pas de biais. Alors si, on va voir tout à l'heure que les expériences ont leur biais aussi. Mais bon, on essaie de faire plusieurs expériences. Mais en tout cas, quand on a un chiffre, on n'a pas juste un avis, une opinion, et avec tous les biais qu'il peut y avoir. Et chaque fois, pour tous les principes, vous aurez une petite citation de quelqu'un de très intéressant, vous pouvez noter, parce que c'est toujours des gens intéressants. Reprenons notre voyage. On s'était arrêté à la Lune. On a vu tout ça par rapport à la Lune. Qu'est-ce qu'il y a après la Lune? Je reprends ma petite Terre, 2 cm de diamètre. Le Soleil maintenant. Quelle taille il fait le Soleil? Quelqu'un a une idée? Un ballon de foot, pas mal. Une orange? C'est plus petit encore. Alors, indice, c'est plus que l'orange. Et c'est aussi plus que le ballon de foot. Alors c'est plus du coup. Non, à vrai dire, à la même échelle, là, si ma bille elle fait 2 cm, le Soleil il fait 2,14 m de diamètre. Voilà. À l'échelle, ça donne ça. Vous avez le Soleil, vous avez toutes les planètes du système, et nous on est là, avec la Lune à côté. Ça, c'est à l'échelle. Donc ouais, c'est quand même gros. 1,5 million de kilomètres de diamètre. C'est l'association d'astronomie de Paul Sabatier qui me l'a rappelé ce midi d'ailleurs. Petit clin d'œil à eux. Donc ouais, c'est souvent plus gros que ce qu'on a en tête et qu'on imagine parce qu'on a souvent des images un peu pas à l'échelle où on voit justement voilà, un ballon de foot, une orange, ça nous paraît cohérent, non. C'est quand même un peu plus gros que ça. Et alors à quelle distance il est maintenant qu'on sait sa taille? Toujours pareil, j'ai une bille de 2 cm. On sait que la Lune est à 60 cm déjà. 63 km. Ah, alors là on a des gens qui sont... Ah, effectivement, c'est ce qu'on a envie de se dire. Ouais. Maintenant, on sait qu'il y a des trucs, on va dire des trucs un peu grands. Alors, c'est moins que ça. C'est pas si loin, en fait. Du coup, maintenant, on peut relativiser. Il est à 60 mètres. Ouais, Non, mais c'était bien tenté. Mais effectivement, du coup, on a compris qu'il y avait un truc derrière. On a envie de dire des gros chiffres. Mais il y aura des gros chiffres après, dans tous les cas, c'est pas le problème. Non, 60 mètres à l'échelle. Ce qui, effectivement, paraît, du coup, pas si énorme. Mais ce qui est pas mal quand même, parce que la lumière... mais quand même plus de 8 minutes à y arriver, entre le Soleil jusqu'à la Terre. Et pourtant, la lumière, ça va vite. Ça va très vite. En 1 seconde, la lumière, elle a le temps de faire plus de 7 fois le tour de la Terre. En 1 seconde. Clac, clac. La lumière, elle a fait 7 fois le tour de la Terre. Donc ouais, ça va vite. 300 000 km par seconde, c'est vite. C'est rapide. Et pourtant, elle met plus de 8 minutes à arriver du Soleil jusqu'à la Terre. Donc quand même, on se doute que c'est un peu loin. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, tiens, je pensais justement, on parle de distance, etc.
Vous savez que vous avez assez d'ADN dans votre corps pour faire l'aller-retour du Soleil jusqu'à Pluton, et 24 fois. Si. Alors, pareil, on pourrait détailler le calcul. C'est-à-dire que vous avez plein de cellules qui elles-mêmes ont à peu près 2 mètres, 1,9, 2 mètres d'ADN. Vous avez des milliards de cellules. Si vous mettez les brins d'ADN bout à bout, vous faites plus de 24 fois là les retours Soleil-Pluton. Et pourtant, ouais, c'est loin. Soleil-Pluton, c'est loin. C'est. Alors en plus, j'ai pas retenu tous les chiffres par cœur, mais si je voulais, je vous le donne. Le Soleil jusqu'à Pluton. Tac, tac, tac. 11 812 milliards de kilomètres. Voilà. Cherchez pas, vous pouvez pas vous le représenter de toutes les façons. Hein. Je vous donne le chiffre comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais ça sert à rien. Vous pouvez pas. Non. Non, ouais, voilà. On va voir après pourquoi d'ailleurs, mais enfin, ce genre de chiffres là, dès qu'on parle de milliards et tout, ça n'a pas trop d'intérêt finalement. Bon, bah continuons du coup, voilà. L'ADN, la vie. La vie. Du coup, on va partir un peu, on va lâcher un peu l'espace, puis on va aller sur une autre dimension, on va parler un peu de temps. Parce que c'est intéressant aussi de parler du temps pour essayer de remettre les choses un peu dans leur contexte. Imaginons que quelqu'un ait oublié son téléphone portable. Aujourd'hui, à cette heure-là. Et qui, du coup, tout le monde le regarde. Non, je rigole. Imaginons que depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, ça fasse 24 heures. On va tout ramener sur une journée. 24 heures. À minuit pile, au début de la journée, c'est le Big Bang. On va pas rentrer dans le qu'est-ce que c'est, de quoi, de qu'est-ce, j'ai pas les notions, on va s'engouffrer dans des trucs sans queue ni tête, on va avancer un petit peu. La question c'est du coup, voilà, le système solaire déjà il se crée pas tout de suite, il se crée déjà sous les coups de 14-15 heures, et la vie elle apparaît à quelle heure? La vie déjà, elle apparaît à 17h30. Donc déjà on a fait les 3/4 de l'histoire de l'univers avant début de la vie apparaisse. Et quand je parle de vie, alors effectivement, on n'a pas une date précise, hein, c'est pas marqué dans le calendrier que c'était tel jour à telle heure, mais on a des idées un peu. Excuse-moi, t'as dit juste 14 heures entre le Big Bang et la création de notre système solaire? Ouais, déjà, ouais. Alors après, c'est création entière. Alors, parce que pareil, on est sur des trucs où le soleil va commencer très tôt, la Terre va mettre un peu plus de temps, etc., à s'agglomérer. Mais effectivement, on dit qu'il est un peu rodé sur ces cols-là. La Terre elle commence à avoir une bonne forme et tout, même elle s'est déjà fait tamponner s'il faut pour avoir la Lune, etc. Non, après c'est pas le chiffre le plus important, mais là on parlait de la vie, du coup voilà, la vie déjà on a fait les 3/4 de l'horloge pour que la vie déjà apparaisse. Et déjà, ça soulève des questions, c'est comment ça se fait que la vie est apparue. Et pour ça, je vous raconte une petite histoire rapide, il y en a certains qui la connaissent déjà. Ça s'appelle la panspermie. Et même, pour être précis, la lithopanspermie cosmique. Parce que, pour faire simple, on sait à peu près que pour l'apparition de la vie, il fallait de l'eau. C'est un peu ce que les gens cherchent maintenant quand ils veulent chercher de la vie ailleurs, ils cherchent de l'eau parce que pour la vie, il faut un liquide qui permette un peu que les enzymes, etc., puissent se créer, se développer, etc. Donc il nous faut un truc qui soit assez stable. La lave, c'est pas top. Donc l'eau, c'est bien. Et donc, et plus un élément qui est assez simple, quoi, hydrogène, oxygène, tout ça, c'est bien. Donc voilà, on sait que la vie, c'est apparu à un moment où il fallait de l'eau. On sait que la vie est apparue sur Terre à une époque où la Terre se faisait encore énormément bombarder par des météorites. Et c'est d'ailleurs toutes ces météorites qui ont amené l'eau sur Terre. La majorité de l'eau qui est apparue sur Terre, ça vient de cette époque de grands bombardements, où plein de météorites qui venaient de l'espace, d'un peu partout dans l'espace, bombardaient la Terre et lui amenaient du coup ces molécules d'H2O. Maintenant, on sait autre chose. On sait qu'il y a des petits organismes, par exemple le tardigrade, qui sont capables de se mettre en chrysalide et de résister à des températures extrêmes, des moins 100, 150 degrés Celsius, des plus 200 degrés Celsius. Ils sont capables de résister au vide de l'espace pendant des années, de se mettre dans une petite chrysalide, un petit cocon, ils arrêtent de vivre, ils se mettent dans un coma artificiel, puis ils sont capables de revivre après. Donc voilà, on sait ça. On sait qu'il y a des bestioles qui sont capables de survivre au vide de l'espace, dans de la glace. On sait que la vie est apparue à une époque où la Terre se faisait bombarder par des météorites qui ont amené de la glace, de l'eau qui était sous forme de glace. Et donc là, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'il y a une probabilité qui est alors, forte, on n'a pas les chiffres, mais qui en tout cas n'est pas nulle. Et il y a beaucoup d'astrophysiciens qui se plaisent à penser cette idée.
c'est que c'est fort probable qu'en fait, on soit tous les descendants d'un genre d'extraterrestre qui soit arrivé sur Terre sur un petit fragment de météorite, après que sa planète ait pu exploser à l'autre bout de l'univers. Voilà. La vie n'est peut-être pas du tout apparue sur Terre, il y a de fortes chances qu'elle soit venue d'ailleurs que sur la Terre, et qu'elle se soit développée sur la Terre. Donc réjouissez-vous, vous êtes les descendants d'un extraterrestre. Peut-être. Là, on sera peut-être jamais sûr, espérons. Mais en tout cas, c'est quand même assez probable, donc pouvez vous la péter quand même. Ensuite, après la vie, qu'est-ce qu'on a? Les dinosaures, voilà, qui arrivent à peu près sur les coups de 23h30 déjà, un peu plus tard. Donc déjà, on arrive, on se rapproche dangereusement du temps T, de l'instant zéro. On voit que les dinosaures, ils ont attendu un peu la fin déjà pour arriver. Hein. Entre l'apparition de la vie et le dinosaure, vous voyez déjà qu'on a déjà fait quasiment un quart du truc, donc c'est pas arrivé tout de suite. Hein. Entre les premières enzymes cellules et le Tyrannosaure Rex, ça a eu un petit peu de temps. Et donc ils arrivent à 23h30 et ils meurent à 23h52, à peu près, juste un peu après. Donc sur la journée, ils n'ont pas fait non plus long feu. Mais enfin, c'est quand même pas mal, on va se rendre compte que c'est pas mal quand même. Et nous, bah, du coup, derrière tout ça, on arrive un peu à la fin, quoi. Vous vous doutez bien pour vous donner une idée, l'histoire de l'humanité depuis l'invention de la roue, c'est dans les 60 dernières millisecondes. Donc même pas un dixième de seconde, c'est-à-dire le temps d'un claquement de doigts, toute l'histoire de l'humanité, elle s'est faite là. Tout ce qu'on connaît, nous, ça s'est fait là. Donc voilà, c'est quand même pas mal de savoir où est-ce qu'on en est arrivé en si peu de temps quand même. Mais ça, c'est pas mal quand même pour se rendre compte des échelles de temps un peu, parce qu'on a toujours un peu de mal comme ça à se représenter le temps. Voilà, nous, notre histoire, Jésus, Cléopâtre, tout ça, les dinosaures. Ah, d'ailleurs, en parlant de Cléopâtre, vous savez que Cléopâtre, elle est plus près dans le temps du premier iPhone que de la construction des pyramides. Non, mais je rigole pas. Cléopâtre, elle est née en 69 avant Jésus-Christ. Les pyramides, c'est l'Égypte antique, c'est les pharaons. C'était 2500 avant Jésus-Christ. Le premier iPhone, c'est 2007. Quasiment 500 ans, elle est quasiment 500 ans plus près du premier iPhone que des pyramides. Donc arrêtez d'associer Cléopâtre aux pyramides, quoi. Associer l'iPhone, ça a plus de sens dans le sens. Franchement. Pareil, allez, une deuxième. Là, vous vous doutez où je veux en venir. D'après vous, le Tyrannosaure Rex, il est plus près du stégosaure ou de l'iPhone? Eh ben ouais, encore une fois, bien sûr. 65 millions d'années le Tyrannosaure Rex, 150 pour le stégosaure et 2007 pour l'iPhone. Donc c'est pareil, ça a plus de sens. C'est moins anachronique de voir un Tyrannosaure Rex dans un film avec un iPhone que de voir un Tyrannosaure Rex avec un stégosaure. C'est moins anachronique, il y a moins de différence de temps quand même. Pourtant, nous, ça ne nous sauterait pas aux yeux, quoi. Alors, ça nous paraît plus normal. Du coup, on arrive à la petite frise chronologique, voilà, pour terminer là-dessus sur le temps. Apparition de la vie, voilà. Les premiers enzymes, prokaryotes, eucaryotes. Et ensuite, on a toute la frise qui arrive là, et puis nous, on est tout au bout. Donc, comme on l'a dit, sur une journée, 60 millisecondes. Jésus, il y a 2000 ans, il est arrivé il y a 9 millisecondes, à peu près. Voilà, 9 millisecondes, c'est vraiment peu. Sur toute une journée. Ouais. Et du coup, on parle de chiffres, et ça, c'est pas mal. Parce que les chiffres, on en a toutes les sauces, tout le temps, partout, tous les jours. Alors que franchement, on a vraiment du mal à se les représenter, les chiffres. Et donc ça, on va le voir aussi tout de suite. Par exemple, 1 million, 10 puissance 6. Là, je vous les représenter là. Et 1 milliard. Pour nous, c'est pas loin, c'est pas si loin. Pourtant, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence entre 1 million et 1 milliard. Bah, il y a 1000 fois plus, ouais, ça nous paraît logique, mais bon, faites pas les malins, vous n'êtes pas capable de vous le représenter, ces chiffres. Tiens, faites l'expérience. Imaginez dans votre tête le nombre 3. Imaginez-le par exemple 3 cubes. Vous imaginez dans votre tête 3 petits cubes. Puis vous pouvez les voir distinctement, les 3. 1, 2, 3, vous pouvez les faire bouger. Vous amusez avec, vous arrivez à les voir. Ça c'est bien, 3 ça va, c'est pas un gros chiffre. Maintenant, imaginez-en 17. Attention, pas 16, pas 18. Hein. Je veux que vous voyez 17 petits cubes en même temps, que vous êtes capable de les visualiser tous pile 17 et que vous puissiez jouer avec, etc., les faire bouger dans tous les sens. Là, déjà, vous commencez à avoir du mal. Pourtant, 17, c'est pas un gros chiffre. Alors maintenant, si je vous demande, imaginez-en 1327, là, tout de suite, ouais, non. Enfin, il
Les plus malins vont essayer de les ranger dans des colonnes de 10, de faire un cube, de faire des trucs, ils vont se mettre dans des maths et tout. C'est bien, mais enfin, si je vous demande du coup de les mettre en désordre, etc., et de jouer avec, vous n'êtes pas capable. L'humain n'est pas capable de se représenter ces chiffres. L'humain, il bosse avec des chiffres qui vont jusqu'à 10. Et au-delà, il a inventé des unités pour pouvoir continuer de bosser avec des chiffres qui vont jusqu'à 10, justement. C'est pour ça qu'on compte après en puissance, etc., des mètres, des kilomètres, des décimètres, etc. Pour pas qu'on ait à pouvoir travailler avec des ouais, ok, je vais au travail, c'est à 15 577 mètres, ça va. Non, on peut pas. Nous, il nous faut du 15 km, parce que 15, c'est un chiffre, ok, ça va, on le visualise un peu mieux. Donc là, on parle de millions, on parle de milliards, mais enfin, c'est complètement loin de ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, ces chiffres, on les trouve tous les jours, on va vous en parler. Donc voilà, c'est bien de se rappeler qu'effectivement, les chiffres, on a beau les manipuler, on ne peut pas les voir. Comme un Google, par exemple. Pour ceux qui ne savaient pas, un Google, c'est 10 puissance 100. Donc là, si on l'écrit, il y a un 1 avec 100 zéros derrière. Ce qui est pas mal. C'est un gros chiffre déjà. Normalement, vous n'aurez pas à utiliser ce genre de chiffre dans votre vie, parce que c'est déjà... Le nombre d'atomes qu'on estime dans l'univers, c'est 10 puissance 80. Donc c'est-à-dire que là, ça, c'est déjà plus de milliards de fois supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Donc logiquement, on n'est pas censé avoir utilisé ce genre de chiffre. Il y a pire encore. Il y a ce qu'ils appellent les Googleplex. Donc c'est 10 puissance 1 Google. Donc c'est 10 puissance tout ça. Ce genre de chiffre, il n'y a pas assez de place dans l'univers connu pour pouvoir l'écrire sur un bout de papier. Il n'y a pas assez de place. Même si vous écrivez petit, hein. Non. Vous pouvez essayer d'écrire tout petit. Vous n'arriverez pas à mettre assez de zéros dans tous les univers connus sur un papier assez long qui fait la taille de l'univers, vous n'aurez pas assez de place. Donc déjà, on se rend compte que là, les mathématiciens, ils aiment bien s'amuser avec des chiffres qui n'ont aucune utilité, quoi. Non, vraiment. Ça ne sert à rien, vraiment. Mais ça fait joli, ça fait rêver. C'est onirique. D'ailleurs, on va continuer un peu dans les chiffres. On va parler, alors c'est même pas les chiffres, c'est un peu les chiffres. La bibliothèque de Babel, de Jean-Louis Borges, 1941. Pour ceux qui ne connaissent pas, la bibliothèque de Babel, c'est une bibliothèque qui n'existe pas, mais c'est une idée. Dans cette bibliothèque, il y a tous les livres de 500 pages qui comprennent à chaque fois 80 lignes de 100 caractères possibles. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire avec 500 pages de 80 lignes et de 100 caractères sur chaque ligne se trouve dans cette bibliothèque. Ils y sont tous. Donc effectivement, on se doute qu'il y a trop de possibilités pour pouvoir qu'elle ait été vraiment créée dans la vie, mais Jean-Louis Borges, a imaginé ça. Donc dans cette bibliothèque, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même un livre qui raconte votre vie, à vous, sur 500 pages, avec à la fin, clairement, la façon dont vous allez mourir. Il y a un livre comme ça qui existe dans cette bibliothèque. Cette bibliothèque, vous pouvez la trouver sur Internet. Alors ils ont trouvé un subterfuge, c'est qu'au lieu d'avoir à enregistrer tous les livres parce qu'ils n'auraient pas eu assez de place, même sur les serveurs de Google, ils ont créé un petit algorithme qui génère des pages aléatoires, comme sur la bibliothèque, vous pouvez feuilleter les pages. Donc en feuilletant ces pages, vous pourrez tomber un jour sur un livre qui raconte votre première histoire d'amour, très détaillée, puis un autre qui raconte la même histoire d'amour, mais en changeant votre nom, en faisant une faute de frappe à votre nom. Il y a aussi un livre où il y a que des espaces, sur 500 pages, que des espaces. Un livre où il n'y a que des A. Il y a un livre qui raconte l'histoire de l'univers, il y a même un livre qui est en train d'écrire ce qui est en train de se passer maintenant, en marquant tous vos noms et vos numéros de carte bleue dans le livre. Ouais, il existe ce livre quelque part dans la bibliothèque de Babel. C'est ça qui est impressionnant. Alors effectivement, je ne vous cache pas, la majorité des pages, elles valent pas le coup, hein, c'est des lettres un peu dans le désordre, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Par-ci par-là, des fois on trouve un mot, on trouve un truc qui ressemble. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour arriver à avoir deux mots qui ont un sens qui se suivent. Alors pour avoir une phrase, c'est encore mal barré. Alors pour avoir un livre entier qui veut dire quelque chose écrit sans faute. Mais bon, on commence à approcher quelque chose qui est intéressant, c'est un peu ces histoires de grand nombre et d'infini, d'aléatoire infini. Comme on dit souvent, si tu laisses assez de temps à un chimpanzé pour qu'il tape sur une machine à écrire, un jour il va finir par écrire Shakespeare de Hamlet. Hamlet de Shakespeare, je me mélange. Hamlet de Shakespeare sans faute, juste avec le hasard, comme ça, en tapant aléatoirement sur les touches. Il y a une probabilité non nulle pour que ça arrive. Et là, on arrive à un truc encore plus grand que la bibliothèque de Babel, c'est pi. Parce que pi, c'est quand même un truc intéressant. Pi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le rapport sur un cercle entre un diamètre et son périmètre. C'est un chiffre qui est partout. Il n'y a rien sur cette bille, vous faites le rapport entre le diamètre et le périmètre, vous avez pi. Et pi, on n'est pas sûr, mais on pense très fortement que c'est un nombre univers.
qui signifie que ces décimales sont infinies et ne se répètent jamais. C'est-à-dire que du coup, il a un infini de chiffres après la virgule sans jamais se répéter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle suite de chiffres, aussi grande soit-elle, même si elle fait des milliards et des milliards de chiffres, elle est quelque part dans pi, obligatoirement. Si par exemple là, je prends toutes vos vies, que je les écris sur un papier, que j'en fais une encyclopédie, que je le convertis dans des chiffres, ce chiffre qu'on va avoir extrêmement grand, peut-être aussi grand qu'un Google, il est quelque part dans pi. Si pi est bien un chiffre univers, comme on le pense. Mais malheureusement, ça va être encore quelque chose qui va être dur à prouver. Mais imaginez quand même que juste dans un cercle, n'importe quel cercle, vous avez toute l'histoire de l'humanité qui est écrite, quelque part. Ça, c'est déjà assez intéressant. Je continue un peu sur les chiffres, parce que ça aussi, les chiffres, on vous en met à toutes les sauces souvent. Ça, c'est le nombre d'or, pour ceux qui le reconnaissent. Voilà, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, tout ça. Là, ça commence à devenir intéressant, parce que ça aussi, souvent, dans les médias, on va entendre parler des gens qui vont se servir des chiffres un peu dans tous les sens. Voilà, on a trouvé des rapports du nombre d'or et tout. Je vais vous parler de pi, là, entre un diamètre et une circonférence. Il y a des gens, un jour, qui vont vous dire que Stonehenge, si on fait le rapport du diamètre sur la circonférence, on va trouver le nombre pi exact à la virgule près, etc. Il y a des gens qui sont capables de vous dire ça parce que si vous ne savez pas ce que c'est pi à la base, les gens ils vous font gober n'importe quoi, donc faites attention à ça. Le nombre d'or, c'est pareil, c'est un nombre qu'on retrouve énormément dans la nature, qu'on retrouve énormément partout, mais des fois, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Le nombre d'or, c'est un chiffre qu'on peut retrouver à droite, à gauche, et ça sert à rien d'en faire souvent des caisses. Et donc, pour finir sur les chiffres, un peu, pour être un peu plus terre à terre, parce que là on s'envolait un petit peu dans des contrées un peu loin, on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Et ça, j'ai un petit exemple pour ça. Certains connaissent encore. Imaginons que j'ai un village de 1000 habitants. En 2007, il y a un mort. En 2018, il y a 2 morts. Je peux dire, par exemple, que la mortalité des 2 dernières années est toujours inférieure à 0,2%, ce qui est excellent pour ce village. Ou alors, si je suis un peu critique et que je veux un peu insulter le maire du village et sa politique de sécurité routière, je peux dire qu'il y a quand même eu une augmentation de 100% de la mortalité sur ce village l'an dernier. Voilà comment le même chiffre, tourné de 2 façons différentes, peut vous faire dire 2 choses un peu différentes. Des trucs qui ont l'air positifs, des trucs qui ont l'air négatifs. Ça, c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de s'en rappeler. C'est comme un peu dans cette image-là, voilà. Ceci est vrai, ceci est vrai, ceci est la vérité. Pour ceux qui connaissent cette image, ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, souvent on peut vous présenter les choses d'une façon ou d'une autre. Souvent faites attention parce que la manière dont on vous les présente, ça pourrait être présenté d'une autre manière pour pouvoir dire totalement l'inverse. Et donc on arrive au 3e principe. Le calcul est plus important que le résultat. Dans les médias, vous allez avoir plein de chiffres qui vont vous être sortis à tort et à travers aussi. Faites attention parce que on peut vous donner n'importe quel résultat tant qu'on fait les bons calculs. Si j'ai envie de vous montrer que effectivement en France on gagne moins qu'en Inde, je vais pouvoir trouver un calcul qui va vous montrer ça. Parce que ce qui est important, voilà, c'est pas le résultat, c'est quel calcul j'ai fait. Donc faites toujours attention à ça. On manipule très bien avec des calculs un peu saugrenus. Et ça, on peut encore s'en prouver quand on arrive du coup à d'autres choses comme par exemple Kahneman et Tversky, qui sont 2 économistes et sociologues un peu, qui du coup ont fait la théorie des perspectives, qui est très intéressante et on va pouvoir la tester tout de suite, pour voir un peu justement comment on réagit aux chiffres et comment on peut se faire biaiser sur nos chiffres. Ils ont demandé aux gens de choisir entre 2 choses. Soit vous gagnez, alors imaginez vous êtes à un jeu, je ne sais quoi, vous avez 2 choix. Soit vous gagnez 3000 € avec 100% de chance, vous êtes sûr de les avoir. Soit vous gagnez 4000 € avec 85% de chance, ou vous gagnez rien avec 20% de chance. Et donc avant de vous montrer les résultats, on va essayer de faire un main levée ici pour voir si on arrive aussi un peu au même résultat. Qui choisit l'option 1? Levez la main. Ok. Qui choisit l'option 2? Ok. On est pas mal, je crois qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. 80, 20, ils avaient à peu près sur leur première étude à l'époque. Donc ici aussi, on était une grosse majorité, quasiment 80-20, même peut-être même plus. C'est intéressant. Donc on voit déjà que là, du coup, quand on parle de gain, on préfère un gain un peu sûr que de prendre le risque de tout perdre, même si effectivement, bon, l'espérance, au final, quand on fait l'espérance en mathématiques, on dit un peu la moyenne, l'espérance est égale ici. Mais là, l'espérance, c'est quand on répète l'opération plein de fois. Il n'y a qu'une fois, on préfère mettre les gains sûrs de côté. Du coup, ils ont fait une deuxième expérience. Ils ont dit, ok, maintenant, vous faites arrêter par la police. Et le policier, il vous laisse 2 choix.
soit vous payez 3 000 € d'amende sûre à 100% de chance tout de suite, soit vous payez 4 000 avec 80% de chance, mais vous avez 20% de chance de payer rien du tout. Et donc là encore, on va refaire à main levée. Qui prend l'option 1? Ok. Qui prend l'option 2? Ok, super. Je suis content parce que ça marche bien. Encore une fois, là, on voit que tout s'inverse. Là, dès qu'on parle de perte, tout de suite, on préfère l'option avec un peu de risque. Parce qu'on se dit, ah ouais, quand même, 20% de rien gagner. Tout de suite, les 20%, ils nous paraissent peut-être un peu plus grands que tout à l'heure, les 20%. Enfin, un peu plus petits, etc. Donc, on voit que déjà, quand on parle de gain ou de perte, on ne voit pas pareil. Mais ça, du coup, ça peut amener à des choix. Selon comment on tourne les choses, on ne réagit pas pareil. Et ça, du coup, ils l'ont fait avec une troisième étude. Et là, je vous montre directement les résultats. Et on va l'expliquer un petit peu. Une épidémie se déclare si 100 personnes sont touchées. Ils ont demandé d'abord à un certain groupe donc, de choisir entre le traitement A et B ici, où ils parlaient du coup en nombre de personnes sauvées. Donc traitement A, 200 personnes sauvées, traitement B, 600 personnes sauvées à un tiers de chance, et personne n'est sauvée à 2 tiers de chance. Et là on voit que du coup tout le monde préférait le traitement A en majorité, quasiment 3/4. Par contre quand on parlait en mortalité, ils ont même pas changé du coup les chiffres ou quoi, ils ont juste dit l'inverse, au lieu de parler des personnes sauvées, ils parlaient des personnes qui meurent. Donc traitement C, 400 personnes meurent, traitement D, personne ne meurt à un tiers, 600 personnes meurent à 2 tiers %. Et là les gens préfèrent du coup prendre le risque du traitement D, 78%, alors que ce sont exactement les mêmes traitements. Le A et le C sont exactement similaires, le B et le D sont exactement similaires. Pourtant, comment la phrase est tournée, les gens choisissent différemment. Et ça, du coup, c'est une expérience qui a été faite et refaite. Ces deux sociologues économistes sont très connus, leurs expériences ont été refaites de nombreuses fois. Et donc, pensez pas que vous êtes immunisés contre ça, ce sont des genres d'erreurs que tout le monde fait inconsciemment. On est tous sujets à ça. Comment les choses vont nous être présentées, on peut essayer de manipuler pour essayer de faire prendre aux gens les décisions qu'on a envie. Donc faites attention à ça. Le savoir, ça peut permettre des fois de prendre le temps de se poser pour se dire est-ce que je pourrais réfléchir différemment, de poser la chose différemment. Et donc je vous amène du coup au principe numéro 4, l'importance de la modestie. Parce que là, on vient de voir quelques biais déjà, il y en a encore beaucoup d'autres, et donc faut le savoir, voilà, être modeste. On est humain, on a plein de biais, on fait des erreurs, et donc c'est important de le savoir et de ne pas être trop sûr de soi. Les gens qui sont trop sûrs d'eux, qui disent oui, moi je fais confiance à mes sens, etc., moi j'ai confiance, du coup ils tombent encore plus dans les travers des biais cognitifs parce qu'ils ne se protègent pas. Puis bon, il faut être modeste parce qu'après tout, vous êtes rien. Et là j'ai envie d'être un peu violent pour justement pousser un peu le truc, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pas du tout contre vous, c'est moi aussi je suis rien. Je suis rien parce que on est tous des atomes. Et là, les scientifiques commencent à me voir venir, machin et tout. Bon, ok. Vous êtes des atomes. D'ailleurs, tous vos atomes viennent de quelque part. Pour la plupart, alors hélium, oxygène, ils viennent un peu du Big Bang. Les autres viennent des étoiles, ils sont faits dans les étoiles, ou alors pendant l'explosion de supernova. Pour faire gros, vous venez tous de l'univers. Vous êtes juste de la poussière d'étoiles et du Big Bang un peu. Vous êtes un genre d'amas de poussière du Big Bang qui est assez bien ordonné pour pouvoir faire fonctionner le truc assez cool pendant une petite centaine d'années pour les meilleurs d'entre vous. Mais voilà, restez modeste, hein, vous êtes juste de la poussière d'étoiles. Et vous êtes fait d'atomes. L'atome, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est une représentation qu'on a tous, qui est complètement fausse. Ça rappelle un peu tout à l'heure, on a vu qu'on avait des mauvaises représentations du système solaire. On a aussi des mauvaises représentations des atomes parce que des électrons qui sont des petites billes qui tournent autour d'autres petites billes collées comme ça à cette échelle-là, non, ça, non. Oubliez. Oubliez. Si vous voulez une bonne représentation, c'est ça. Ça, c'est bien ça. Voilà. Parce que l'électron, bon, on ne sait pas trop, c'est une onde et tout, probabilité, etc., qui tourne autour d'un noyau. Le noyau est 10 000 fois plus petit que la taille de l'atome. C'est-à-dire que vous, là, et entre l'atome, le noyau et l'électron, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a du vide, même si ça n'a pas trop de sens de parler de vide. Donc en gros, quand je dis que vous êtes rien, sachez que vous êtes à 99,999% du vide. Voilà, parce que là, Étienne Klein viendrait m'insulter, parce qu'effectivement, le vide, c'est normalement tout ce qu'on a quand on enlève toute la matière, sauf le vide. Sauf que là, on parle du vide dans l'atome, donc effectivement, c'est pas exact, etc., si on veut parler de sémantique. Mais n'empêche qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a, et on sait qu'il n'y a pas ni de protons, ni de neutrons, ni d'électrons, donc on appelle ça un peu vide, mais on ne sait pas trop. Les meilleurs physiciens de la salle pourront vous en parler un peu plus tout à l'heure. Par contre, si vous voulez une bonne représentation de l'atome, la prochaine fois, faites ça. Ça, c'est une bonne représentation, ça. Voilà, ça, c'est bien, c'est clair, c'est beau.
Voilà. C'est pas compliqué quand même, non, franchement. Plutôt que de faire des petites boules et tout. Non, non, ça c'est bien. Ça, c'est les équations qui régissent justement les particules élémentaires. Ça, au moins, on sait que c'est vrai, c'est une bonne représentation. Effectivement, c'est un peu plus long, effectivement, mais bon, voilà, faut savoir ce qu'on veut aussi. Et donc, voilà. Donc, vous n'êtes rien. D'ailleurs, c'est un deuxième truc aussi, n'êtes rien, mais vous êtes quand même assez fort parce que vous savez voler sans le savoir. Ça, c'est pas mal aussi. Parce que pourquoi? On a vu tout à l'heure qu'autour des atomes, il y avait des électrons. Et autour de tous les atomes, il y a des électrons. Autour des atomes de ce micro, ce sol, de cette table, il y a des électrons. Et les électrons, entre eux, ils sont chargés négativement et ils se repoussent. Ils ne peuvent pas se coller. Ce qui fait qu'en fait, là, les atomes de ma main, avec les électrons autour, et les atomes de la table, avec les électrons autour, quand je la touche, ils se touchent jamais en fait. Jamais ils se touchent. Ce que je ressens, c'est la force électromagnétique, là, des électrons qui se répulsent, comme ça, qui se repoussent, mais jamais les électrons et les atomes vont se toucher entre eux. Là, quand je marche sur le sol, je l'évite en fait. Je ne touche pas le sol. Je l'évite grâce à la force électromagnétique. Et vous, là, assis sur vos chaises, vous êtes en train de l'éviter aussi. Alors, effectivement, c'est pas énorme, hein. Je ne vous le cache pas, vous en doutez, c'est des toutes petites distances, mais quand même. Sachez que vous touchez rien, vous n'avez jamais rien touché de votre vie de toute façon. Ouais, ça fout les boules un peu. Bon, on continue. Un peu de modestie encore, pourquoi? Parce que David Dunning et Justin Kruger ont mis en place, enfin mis en place, non, ont mis en évidence le biais qu'on appelle le biais Dunning-Kruger. Ils ont fait une expérience où ils demandaient aux gens, du coup, avant un test, d'évaluer leur capacité, et après le test aussi, ils devaient évaluer comment ils avaient réussi le test. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que, bah, tiens, c'est bizarre, les gens qui avaient le moins bien réussi, ils pensaient qu'ils avaient le mieux réussi, et inversement. Et alors, ils ont commencé à se dire un truc, bon, ils ont refait l'expérience plusieurs fois, puis d'autres scientifiques ont refait l'expérience dans d'autres conditions, etc. Puis ils sont tous retrouvés un peu aux mêmes conclusions, c'est que, bon, apparemment, les gens qui s'y connaissent le moins pensent s'y connaître le plus. Et ils ont dessiné cette petite courbe qui est très intéressante. Alors, elle est en anglais, mais on peut la traduire. En gros, là, vous avez la connaissance d'un sujet, et là, vous avez un peu ce que vous pensez connaître du sujet. La confiance, voilà. Merci. Et donc, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'effectivement, au début, quand les gens commencent à connaître un sujet, tout de suite, ils ont l'impression de connaître énormément de choses très vite. Puis après, plus ils continuent de connaître, plus ils se rendent compte que finalement, ils ne connaissaient pas grand-chose. Pas grand-chose. Et puis, ils se retrouvent du coup un peu à un endroit des fois où ils se disent putain, en fait, j'ai appris beaucoup, puis je connais rien, c'est trop compliqué. Et puis à la fin, ça remonte un petit peu quand on commence vraiment à connaître très très bien un sujet, on reprend un peu de confiance, mais on est quand même moins confiant, moins prétentieux qu'on l'était au tout début quand on ne connaissait rien. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, ça, on y est tous confrontés. Que ce soit le joueur de foot sur son canapé avec sa bière qui dirait putain, mais moi j'aurais mieux fait que lui là sur le terrain et tout, parce qu'il se sent confiant, parce qu'il s'y connaît un petit peu en foot quand même, alors il pense vraiment qu'il aurait pu mieux faire, quoi. Voilà. Et pareil pour les musiciens, pareil pour tout. Souvent, quand on démarre quelque chose, on a énormément de confiance, et c'est après que du coup on réalise qu'on en avait trop, et qu'on commence à avoir une confiance qui est un peu plus réaliste. Et donc ça c'est intéressant aussi, et vous pouvez le repérer chez certaines personnes des fois, et même chez vous, parce qu'on est tous sujets à ça. Donc c'est intéressant de savoir et de savoir comment ça s'appelle, voilà. Le biais de Dunning-Kruger, l'effet Dunning-Kruger. Des gens qui étalent leur science alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Des gens sur Internet qui ont fait une L1 de médecine et qui vont venir ramener leur science pour dire oui, non, mais tous les grands médecins et tout, ils y connaissent rien parce que moi j'ai fait une L1 de médecine et tout. Ouais, c'est un peu bon. Comme moi aussi. Bon, c'est un peu écarté de notre petit voyage stellaire, c'est le temps d'y retourner. On a vu le Soleil et sa taille, et donc voyons s'il y a d'autres soleils qui existent, et oui, il y en a, et leur taille aussi. Donc par exemple, bah voilà, on parlait de modestie. Notre Soleil de tout à l'heure qui fait 2,14 m à côté de nous, il est là. C'est le pixel noir là. Et là, vous avez quelques petits soleils, quelques petites étoiles qui traînent dans la galaxie qu'on connaît. C'est même pas les plus grosses, parce qu'il en existe des plus grosses encore. Mais enfin, déjà, on se rend compte que dans l'espace, il y a des trucs un peu plus grands que ce qu'on a l'impression. On est vraiment tout petit à côté, quoi. Mais vraiment, on n'est rien. Ça, c'est chaud, quoi. Ça aussi, encore une fois, pour la modestie, c'est bien, quoi. Se rappeler que vous êtes sur un petit grain de sable qui se balade dans l'univers où tout est vide et noir et froid. Enfin, froid, encore une fois, voilà, c'est compliqué.
Enfin bon, soyez contents d'être là, parce que c'est pas grand-chose. Les étoiles. Bah, d'ailleurs, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, 4,23 ou 24 années-lumière de chez nous. Donc là, encore une fois, là, ça va commencer à devenir un peu inutile de vous faire des analogies. Mais une dernière fois, pour reprendre, si ça c'est la Terre, le Soleil, il a 60 mètres, il fait 2 mètres de haut, de diamètre. Cette étoile-là, donc à cette échelle-là, elle est à 63 000 km. Là, effectivement, on commence à approcher des trucs qui n'ont plus rien à voir. Donc là, autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'y aller, quoi. Déjà, là, ils galèrent un peu, Mars et tout. Bon, on va essayer d'aller sur Mars, on va retourner sur la Lune, on envoie des sondes, etc., qui essayent de se balader. On avance, hein, mais là, c'est quand même une autre échelle, quoi. Parce que c'est la plus proche de nous. La plus proche de nous, après le Soleil, bien sûr, elle est à 60... À cette échelle-là, elle est à 63 000 km, quoi. Elle est à 4,24 années-lumière. Et on sait que la lumière, ça va vite, on l'a dit tout à l'heure. Donc, enfin, ça sert à rien de se prendre trop le chou sur les voyages spatiaux et tout de suite, quoi. En attendant voilà, les missions pour aller visiter les autres planètes et tout, je suis désolé, hein, mais en attendant, c'est mal barré quand même. Et du coup, ouais, les étoiles. C'est marrant qu'on parle des étoiles, parce que si, il y a pas mal de trucs qui se disent sur les étoiles qui sont pas mal, qui sont intéressants. Et là, j'en arrive du coup à parler un peu sociaux, et on va faire une dernière petite expérience. C'est là que ceux qui ont donné leur adresse mail vont pouvoir intervenir, merci à eux. C'est que du coup, scientifiquement, on a réussi aussi grâce à certains trucs, à certaines données, donc j'ai pris vos adresses mail, et du coup, sur Internet, grâce à vos adresses mail, on essaye de prendre un peu de données, etc., et de vous créer un genre de profil, un genre de truc un peu comme les tests de personnalité, etc., mais enfin, normalement, c'est un truc qui marche pas trop mal. Et du coup, je vais essayer on va faire la petite expérience tout de suite. Parce que j'ai les résultats par rapport à ceux qui m'ont donné leur adresse mail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner vos résultats. Et on va vérifier ensemble si justement ces expériences, ce petit logiciel qui a été inventé, marche sur la science, il marche ou pas. Sur 5, alors ne le faites pas lire aux autres en attendant. Ne le faites pas lire aux autres parce que sinon ça peut influer sur vos résultats à vous, vous n'avez pas envie de dire, etc. Je veux juste savoir, sur 5, combien tu estimes que ça te ressemble ou pas? 3, je dirais. 3. Et toi, le tien? Je dirais 3,5, 4. 3,5, 4. Là-haut? Ouais. Moi, je dirais 8. Alors, sur 5. Ah, sur Ce qui est un très bon résultat, effectivement. 4 sur 5 et 5 sur 5. Maintenant, je voulais des couples qui se connaissent un peu parce que la deuxième question, c'est, par contre, pour vérifier si ça marche vraiment, combien vous estimeriez que ça correspond, le lisez pas, combien vous estimiez que ça correspond à l'autre personne que vous connaissez? Vu que vous vous connaissez, cette définition que je vous ai donnée à vous, à combien elle pourrait correspondre si vous deviez donner une note à l'autre personne? Est-ce que ça correspond plus, moins? Parce que normalement, elle est censée être assez personnelle à vous. On va voir si justement ça marche. Attends, on va finir le truc, on va finir et après on prend ça. 1. Milena? 3,5. 3,5. J'aurais dit 3 aussi. 3 aussi, mais tu as le droit. 2. Ok, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en majorité, vous avez donné une plus grande note sur le fait que ça vous corresponde à vous plutôt qu'à l'autre personne. Sauf effectivement une personne qui est un peu kiff-kiff. Là-bas, on a des très grands écarts. Maintenant, la chose est, vous avez tous eu le même texte, c'est celui-là. Alors, il y a beaucoup de textes, mais vous avez tous eu ce même texte, en fait. Et ce texte, alors pour la petite explication pendant que vous êtes en train de lire, etc., c'est un texte qui a été inventé par Bernard Forer, qui est celui qui a mis en lumière l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est quelque chose qui est très utilisé dans l'astrologie, par exemple, dans les magazines, etc., ou même partout. Et c'est le fait d'arriver à on appelle ça aussi l'effet puits, le fait de prendre pour soi des définitions qui restent un peu floues et vagues. Alors, soyez pas surpris, tout le monde est, encore une fois, sensible à ce biais. Moi aussi, même si je connais, tout le monde, c'est un biais qui est humain, qui a été mis en évidence. Et en fait, même la première fois qu'il a mis ce biais en évidence, c'était devant une classe de sociologie, donc des gens qui connaissent pas mal. Il a fait passer un faux test de personnalité aux élèves, et il leur a donné en résultat tous le même résultat qui était ce texte. Et à chaque fois, tout le monde a donné un avis, du coup une note qui était assez haute sur oui, ça me ressemble pas mal. La moyenne était de 4,24 quand même. Alors qu'ils avaient tous le même. Et effectivement, là en plus, moi j'essaie de demander si
ils pensent que ça corresponde aussi à l'autre personne pour voir justement que souvent on le prend pour soi et on trouve que pour l'autre personne ça va pas. Alors que l'autre personne, elle, l'a pris pour soi et on trouve que l'autre personne ça va moins. Parce que c'est un texte qui est fait exprès. C'est un texte qui est flou, que tout le monde peut se reconnaître dedans. Et ce genre de choses, donc voilà, effet Barnum, Bertrand Forer, vous pouvez en retrouver partout. Alors en astrologie, bien sûr. Hein. Vous lisez les petits trucs d'astrologie dans les magazines de télé 7 jours, c'est exclusivement ça. Tout le monde va se reconnaître dedans. Vous pouvez faire l'expérience d'ailleurs avec vos amis, vous leur demandez leur signe, et puis vous leur lisez un autre signe que celui qui vous en dit, puis on dit ah oui, ça marche pas mal. Alors pas tout le temps, hein, mais en majorité des cas, statistiquement, ils vont dire ah ouais, c'est vrai que ça me correspond bien. Alors et après vous leur dites ouais, mais c'était pas ton signe. Parce qu'effectivement, la plupart des trucs d'astrologie. Alors après, je sais que j'ai des amis qui sont astrologues et tout, je sais qu'il y a de l'astrologie qui est plus sérieuse, etc. Je connais pas bien. Là, je parle vraiment des trucs un peu télé 7 jours, les trucs qui font ça à la chaîne et qui font tous les mêmes, qui changent d'une semaine sur l'autre, etc. Bon, tout le monde est d'accord là-dessus pour dire qu'effectivement, c'est pas hyper sérieux, etc. C'est pas l'astrologie avec votre date de naissance, votre heure, etc., vos ascendants spécialement pour vous. Ça, je vais pas m'avancer là-dessus. Donc voilà, je suis content, ça a quand même pas trop mal marché. C'était pour mettre en évidence. Merci à vous, du coup, ceux qui ont participé. C'est cool de pouvoir le montrer, pas juste de dire que oui, ça existe et c'est vrai. Donc voilà, on peut le montrer direct, un peu en visu, en direct. Donc encore une fois, voilà, un autre biais cognitif. Voilà la carte un peu des biais cognitifs. Il y en a plus d'une centaine qui ont été répertoriés encore à l'heure actuelle. On en connaît plein. On est tous sujets à tout ça. On fait tous plein d'erreurs sur plein de domaines différents. Des erreurs de jugement, des erreurs où on juge trop vite, où on juge mal, où on voit mal, où on interprète mal et tout, etc. On fait tous ces erreurs. Et même qui se servent de ces erreurs pour essayer d'arriver à leur fin. Par exemple, l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est le principe justement de donner par exemple un prix ou un chiffre en premier lieu pour pouvoir ancrer ce prix dans votre esprit, pour pouvoir justement ensuite vous donner un autre prix et que vous allez du coup comparer. Si je vous vends une paire de chaussures et que je vous dis elle fait 200 euros, ok bon bah elle fait 200 euros. Si je vous dis elle fait 500, mais je vous fais une remise, je vous la fais à 200, j'ai ancré le prix 500 dans votre esprit pour pouvoir vous dire 200. Du coup, vous allez du coup comparer le prix de 200 par rapport aux 500 de base. Et ce que je dis là, alors encore une fois, c'est pas juste un truc sorti des ronces, hein, il y a des études encore derrière avec des expériences que vous pouvez aller lire qui sont très intéressantes en sociaux, etc. pour voir que ça marche. Et c'est pas pour rien si les gens l'utilisent dans le commerce. Donc voilà, les gens sont plus réceptifs à ça. L'effet d'ancrage. On ancre un premier prix pour pouvoir donner le vrai prix derrière et qui semble justement meilleur pour pouvoir essayer de faire acheter les gens. Un autre truc, par exemple, le pied dans la porte. Les commerciaux connaissent aussi beaucoup. Et là aussi, il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites en sociaux, où les gens allaient d'abord demander un premier tout petit service à des personnes, pour ensuite leur demander un plus gros service derrière. Et on a remarqué qu'il y avait une énorme différence de gens qui acceptaient le gros service quand ils avaient d'abord accepté le petit. Par exemple, si vous voulez des sous pour le bus, allez d'abord voir les gens, demandez-leur l'heure, oui, ok, on est d'accord. C'est un premier service que vous leur demandez, vous rentrez en contact, ils disent ok, je vous donne l'heure. Et ensuite, vous leur demandez, ah, vous n'auriez pas un peu de sous pour le bus? Statistiquement, vous pouvez faire l'expérience, vous aurez beaucoup plus de gens qui vont vous donner que si vous arrivez directement et vous demandez des sous. Et ça s'appelle la technique du pied dans la porte. Vous mettez le pied directement dans la porte. C'est un peu l'image du commercial qui met son pied dans la porte. Parce que le premier service d'un commercial qui vous demande, c'est de rentrer chez vous. Si vous acceptez de le faire rentrer chez vous, c'est le premier petit service qui vous demande et que vous acceptez et qui permet que derrière, il puisse après vous demander des plus gros services petit à petit. Et ça aussi, donc ça a été très étudié, c'est très connu, très utilisé, c'est bien de le savoir, pour l'utiliser ou pour s'en prémunir. Et encore une fois, on y est tous sujets. Qu'on le connaisse ou pas, c'est quelque chose que voilà, on se fera toujours avoir. Mais le fait de le connaître, ça peut permettre quand on a le temps des fois de se poser un peu la question et de se dire ah, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un peu de ça qui rentre en jeu? On va arriver à une partie un peu complexe, et là c'est bon, je suis à peu près dans les temps. C'est comment on sait tout ce que je viens de dire depuis le début de la conférence. Parce que je vous ai dit plein de trucs. Alors des chiffres à tout va, des distances, des longueurs, des trucs, des expériences et tout. Comment on sait tout ça? Il y a un truc qui est vachement pratique, c'est que depuis la nuit des temps, il y a un peu une méthode qu'on a mis au point, dont le seul objectif, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Cette méthode, elle a évolué, elle est encore bien utilisée, etc. Et c'est simplement ce qu'on appelle la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est ça, c'est des choses qu'on fait pour essayer de prouver qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai.
méthode scientifique, de base, on l'explique comme ça. On fait des observations, on va voir un peu après. Du coup, on dit une théorie par rapport aux observations qu'on voit. Cette théorie nous permet de faire des prédictions, et on va faire une expérience pour voir si nos prédictions étaient vraies ou fausses, et puis on recommence, indéfiniment, indéfiniment. On va prendre des petits exemples. Par exemple, voilà mes observations. Là, j'en ai 3. Quand il pleut, le feu s'éteint. Ou alors, ma télévision ne s'allume pas aujourd'hui. Ou alors, encore une fois, la plume tombe moins vite que le plomb. Voilà 3 observations que je fais. Là, derrière, du coup, je vais faire une théorie. Voilà mes théories. Donc, ma théorie, c'est seule l'eau peut éteindre le feu. Ma théorie sur la télé, c'est, moi, je vais dire, il n'y a plus d'électricité sur Terre. C'est ça ma théorie. Et là, ma théorie, c'est les objets lourds tombent plus vite. Donc, on a fait notre théorie, on peut faire des prédictions. Si seule l'eau peut éteindre le feu, si on met le feu dans l'eau, il disparaît. S'il n'y a plus d'électricité sur Terre, si je regarde chez mon voisin, il doit faire tout noir aussi. Et si les objets lourds tombent plus vite, si je lâche 2 objets, le plus lourd tombera plus vite. Voilà. On fait les expériences. Ding, 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 super. Les 3 expériences nous confirment nos prédictions. Super. Sauf que là, nos 3 trucs, elles sont fausses. Nos 3 théories sont fausses. Il n'y a pas seulement l'eau qui peut éteindre le feu. Vous l'avez déjà vu, vous pouvez éteindre le feu avec une couverture, avec de la terre. Là, par exemple, il n'y avait peut-être pas plus d'électricité sur Terre. Peut-être mon voisin était parti en vacances et il avait peut-être elle était juste débranchée. Et pourtant, j'ai regardé sur mon voisin, ça a confirmé ma théorie, etc. Tout va bien. Pourtant, c'est faux. Et les objets lourds tombent plus vite, c'est faux aussi. Pourtant, à chaque fois qu'on fait l'expérience, on a l'impression que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la méthode scientifique, elle est très compliquée. Enfin, elle est simple de base, mais il faut la faire bien. Parce que, par exemple, là, les erreurs qui ont été faites, c'est quand on a une théorie, on essaie de faire des prédictions et des expériences pour contredire un peu sa théorie, plutôt que pour l'affirmer. Ça ramène un peu au biais de confirmation qu'on a vu tout à l'heure. Parce que si je dis que l'eau éteint le feu, je vais faire plein d'expériences en mettant de l'eau sur du feu, à chaque fois ça éteint, à chaque fois je dis ouais, c'est bon, ma théorie elle marche, super. Mais si j'essaye pas autre chose pour essayer de voir si ma théorie est fausse, je vais pas pouvoir avancer. Deuxième erreur qui a été faite là sur la télé, c'est ce qu'on appelle un peu le rasoir d'Occam aussi, c'est le fait que quand on a une théorie, souvent on essaye d'abord d'éliminer les explications les plus simples et les moins encombrantes. C'est-à-dire que si ma télé ne s'allume pas, vaut mieux d'abord essayer de regarder si elle est branchée que d'essayer de voir s'il y a encore de l'électricité sur Terre, ou etc. Ça vous paraît évident, mais c'est ce que vous faites tous les jours. Vous faites la méthode scientifique tous les jours. Voilà, si votre télé ne marche plus, vous allez essayer d'abord regarder les piles. Ok, les piles marchent. Elle est allumée. Ok, c'est allumé. Je vais regarder au compteur alors. Est-ce que je vais allumer une lampe chez moi, voir s'il y a de l'électricité chez moi? S'il n'y a plus d'électricité, je vais aller dans le quartier s'il y a de l'électricité dans le quartier. Voilà, on va petit à petit en partant de d'abord la théorie la plus simple, en s'agrandissant vers la plus compliquée. Et enfin, là, la dernière erreur, c'est pas vraiment une erreur, c'est que pendant des siècles et des siècles, on a pensé ça, parce que tout ce qu'on pouvait faire comme expérience, ça contredisait ça. Jusqu'à qu'un jour, un certain Galilée arrive, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de faire une expérience normale, il a fait une expérience de pensée. Il est parti de ce qu'on savait, il a fait une expérience dans sa tête où il a montré qu'il y avait un paradoxe à tout ça. Et je vous l'explique, c'est rapide, c'est que si les objets lourds tombent plus vite, écoutez bien, ça va être simple. Si j'attache un objet lourd, une boule de bowling, avec une plume attachée par une corde, alors l'objet lourd va tomber plus vite, la plume va tomber plus lentement, donc elle devrait freiner normalement la chute de la boule de bowling. Mais en même temps, l'ensemble boule de bowling, corde, plume, ça fait un tout qui est plus lourd encore que la boule de bowling toute seule, donc ça devrait tomber encore plus vite en fait. Donc avec la même théorie qu'ils avaient depuis des siècles, en une seule expérience de pensée, il a montré ce paradoxe. Il a dit, ouais, mais si c'est ça, du coup, alors à la fois ça devrait tomber plus vite et à la fois ça devrait tomber moins vite. On ne peut pas savoir, il y a un paradoxe qui est là. Et du coup, lui, de base, il s'est dit, en fait, tout tombe à la même vitesse, mais par contre, je ne pourrais pas faire d'expérience qui pourra le prouver. Mais juste parce que si ce n'était pas le cas, il y aurait des paradoxes. Et il a fallu attendre des années avant qu'on puisse le prouver. Et là, par exemple, vous avez, lors d'une mission sur la Lune, un astronaute qui lâche une plume et un marteau, et vu qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de résistance de l'air, et on voit que les 2 objets tombent à la même vitesse. Et là, enfin, on a réussi à prouver que Galilée avait raison à l'époque. On a même refait l'expérience avec un peu moins de pixels de cette façon-là. Tac, tac.
Brian Cox, qui est un scientifique anglais, est allé dans un laboratoire à la NASA où ils font le vide dans des grands espaces. Ils ont attaché une boule de bowling et des plumes à un endroit. Ils ont fait le vide dans la pièce, le vide maximal qu'ils pouvaient faire, et ils les ont lâchés. Et là, on se rend compte que du coup, la plume et la boule de bowling tombent exactement à la même vitesse sur Terre. Chose qu'il aurait été impossible de faire à l'époque de Galilée parce qu'on ne savait pas faire le vide comme ça. Donc voilà, des fois, malgré toutes les expériences qu'on peut faire, on peut penser des choses fausses pendant très très longtemps. Et donc ça, effectivement, tac. Voilà. Ça nous amène à un autre principe qui est la persévérance. Voilà, parce que la science, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui est établi dans l'absolu. Tout ce qui est en science, c'est vrai pour l'instant, ce sera faux demain. Tout est une théorie, sauf qu'effectivement, c'est un peu facile à dire ça, parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais voilà, Darwin, c'est qu'une théorie, de toute façon, alors, etc. Oui, mais alors en science, c'est ça, c'est que on a des théories, on fait des expériences pour essayer de les réfuter, tant que rien ne les réfute, eh ben, c'est notre théorie qu'on dit vraie. Et c'est parce qu'on l'admet comme vrai qu'on peut passer à autre chose et essayer d'autres trucs. Si jamais dès le début de l'histoire de la science, on s'était dit oui, mais bon, ça c'est vrai, ça marche, mais peut-être que ce sera faux demain, on n'aurait pas avancé, on ne serait pas là ce soir avec des ordinateurs, des téléphones portables et des rétroprojecteurs, des vidéoprojecteurs. C'est parce qu'on admet des choses comme vraies pour l'instant qu'on peut avancer, et un jour, effectivement, on sait qu'elles seront fausses. Parce que rien n'est vrai en science dans l'absolu, mais juste pendant un certain laps de temps. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment, parce que par exemple, la théorie de Newton et après la relativité, Ouais. c'est deux théories en fait qui sont proches. Les Ouais. deux sont vraies, mais en fait, en physique, on va Dans leur certain domaine. on va essayer d'approximer en fait la réalité selon un modèle. Ouais. Et en fait, chacun est vrai, mais avec une certaine précision. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Surtout la précision par rapport à la réalité. En fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, Newton, c'était vrai parce que tant qu'on était sur Terre, on voyait que Newton et ça marchait très bien. Et il a fallu attendre qu'on regarde les étoiles et qu'on voit qu'il y avait une erreur sur le périhélie de Neptune ou de je sais plus, de Mercure, pour se dire, en fait, Newton, apparemment, dans l'espace, avec des grosses densités, etc., proches des étoiles, ça marche pas très bien, il y a une erreur. Et c'est là qu'Einstein est arrivé et a proposé la relativité générale, où là, du coup, il a réussi à englober, du coup, encore plus tout ça. Mais effectivement, voilà, c'est ça, cette théorie était vraie, elle marchait très bien, elle a été considérée comme vraie, et on a pu s'en servir pour faire énormément d'avancées, celle de Newton, jusqu'à ce qu'Einstein arrive pour l'améliorer encore. Et un jour, quelqu'un, j'espère, arrivera pour améliorer encore la relativité générale d'Einstein, peut-être l'unifier avec la mécanique quantique, on ne sait pas, etc., pour faire encore quelque chose de mieux, etc., etc. Rien n'est figé en science, donc voilà, c'est pour ça que je parle de la persévérance, effectivement. Mais c'est vrai, ouais. À chaque fois, une théorie était vraie. Même avant ça, les objets lourds tombent plus vite de Aristote, etc. Ça a marché longtemps comme ça, puis ça leur allait. Ça leur suffisait, même si c'était pas vraiment vrai, qu'il y avait des erreurs et tout, ça leur a suffi. Et ils le considéraient comme vrai pour pouvoir avancer, etc. Donc voilà. Nous continuons notre petite balade. Bienvenue chez vous, encore une fois. Voilà, la Voie lactée. Voilà, la Voie lactée, notre galaxie, là où nous habitons. À peu près ça de kilomètres. Je ne vais pas m'amuser à le lire. Il y a beaucoup trop de zéros, ça n'a aucun sens. Voilà, 100 à 120 000 années-lumière de diamètre, 100 à 200 milliards d'étoiles. Et notre Soleil se trouve à peu près par là. Voilà, vous êtes par là. Si on zoome bien, on voit Toulouse. Tout le monde s'amuse à faire cette vanne, ça n'a aucun sens. Surtout que, voilà, ce n'est pas une photo, c'est une représentation d'artiste. Parce qu'on n'est pas allé aussi loin pour pouvoir prendre des photos. D'ailleurs, Voyager 1, c'est l'objet humain qui a été envoyé le plus loin dans l'espace, dans l'univers. Il est là, à 21 milliards de kilomètres. Pour vous donner une idée, sur la galaxie, il est à peu près là, au même endroit. Il n'a pas bougé, il est à peine sorti du système solaire et de la force gravitationnelle du Soleil. Il n'est même pas à notre première étoile qu'on a vue tout à l'heure, qui était à 4 années-lumière, etc. Non, il est loin encore. Il n'a pas bougé. Voilà. Donc on n'a pas pu prendre de photos de ça, c'est une représentation d'artiste, mais qui est quand même assez précise par rapport à ce qu'on voit des étoiles de chez nous. Et donc, transition pas du tout toute trouvée, mais depuis tout à l'heure, encore une fois, on s'amuse du coup à dire des chiffres, à essayer d'être précis. Il y a des gens qui sont très forts pour essayer justement de, connaissant juste en pointant du doigt une petite partie, essayer de faire des généralités. Et là, on va parler un peu politique, politicienne, langue de bois.
pour les dernières choses. Donc là, je vous mets un petit tableau qui est dans le livre d'Henri Brock et de Georges Charpak. Alors c'est facile, en fait, c'est pour faire de la langue de bois. Vous prenez un truc dans chaque colonne et vous faites une phrase de langue de bois. Vous pouvez essayer là, dans votre tête, voilà, je prends un de chaque colonne. Vous pouvez me mettre dans tous les sens. Et ça marche vachement bien. Vous faites des super phrases alambiquées comme il faut. Vous pouvez sortir tout et n'importe quoi à n'importe qui. Ça fait très sérieux, très pompeux, et ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est juste une petite boutade pour imager le fait que en politique, on va souvent essayer de vous enfumer. C'est un peu le métier. J'ai pas envie de critiquer. Enfin, la politique, c'est bien aussi. Enfin voilà, mais en politique, c'est un peu les rois de la com, et effectivement, ils sont très forts pour justement omettre la vérité. Leur but, c'est pas de vous dire la vérité. Leur but, c'est d'arriver à vous faire adhérer à leur vérité, quitte à justement masquer d'autres choses, etc. Et donc là, on va avoir plein de choses. Et la première des choses qu'on peut voir, et dont on va parler, qui est, moi je trouve une des plus importantes, c'est la différence entre corrélation et causalité. Pour ceux qui ne savent pas encore, pour ceux qui connaissent, désolé, je vais en remettre une couche. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous le savez, pour ceux qui connaissent, vous savez à quel point c'est important, et on va prendre le temps pour ceux qui ne connaissent pas. La corrélation, c'est quand deux choses semblent liées parce qu'elles bougent en même temps. La causalité, c'est plus précis, c'est quand par contre une chose est la cause directe de l'autre. Et donc souvent, dans les médias ou en politique, on va montrer que deux choses se suivent et du coup on va s'en servir pour dire que l'une est la cause de l'autre. C'est comme si je vous disais, voilà, quand je regarde, effectivement, chez les basketteurs, les gens ont l'air d'être plus grands statistiquement. Donc le basket rend plus grand. Ou alors, comme Coluche disait, l'endroit le plus dangereux sur Terre, c'est le lit d'hôpital. Parce que statistiquement, c'est là où il y a le plus de gens qui meurent. C'est vrai, c'est là où il y a le plus de gens qui meurent sur Terre, c'est dans un lit d'hôpital. Donc franchement, si vous voulez pas mourir, n'allez pas dans les lits d'hôpital. Parce que voilà, il y a une corrélation entre le lit d'hôpital et le fait de mourir, qui est le fait que si on va à l'hôpital, c'est qu'on n'est pas bien. Mais par contre, il n'y a pas de causalité entre les deux. Et donc là, Le Monde, récemment, s'est amusé à faire des corrélations un peu extravagantes, justement pour imager, un peu absurdes, pour essayer de se moquer de ça, et pour justement sensibiliser à ça. Donc sachez faire la différence, voilà. Quand on vous montre deux choses qui ont l'air de se suivre, comme là, le nombre de logements vacants et la vente de disques vinyles, il n'y en a pas un qui est la cause de l'autre. Sûrement pas. Enfin, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas fait une vraie étude prospective, où on va prendre un échantillon qu'on va séparer en deux et on va faire une différence entre les deux, etc. Avec les cartes aussi, on peut faire des corrélations un peu abusives, c'est marrant. Là, les coiffeurs et les centres de soins beauté, et là, les morts sur la route. Et on voit que là, il y a un département, au milieu, entouré de bleu, là, où il n'y a pas trop de coiffeurs, pas trop de morts sur la route. Alors, je ne sais pas si c'est plus il y a de coiffeurs, moins il y a de morts, ou plus il y a de morts, moins il y a de coiffeurs, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc sûrement apparemment qui est lié. Faites attention à ça. Je ne sais pas, vous allez chez le coiffeur. Donc voilà, on se moque de ça. Mais là, on en rigole, mais c'est très rapide de se faire avoir là-dessus, quoi. Une étude scientifique a montré qu'il y avait un lien entre justement les soda light et maladies cardiovasculaires. Tout ça parce que justement, ils ont regardé les gens qui buvaient de soda light, ils ont vu que statistiquement, ils avaient plus de problèmes de cœur. Ils ont dit, il doit y avoir un lien entre les deux. Le lien, en fait, peut être par exemple parce que les personnes qui boivent du soda light, elles sont déjà pas en bonne santé, c'est pour ça qu'elles boivent du soda light. Et c'est parce qu'elles sont pas en bonne santé de base qu'elles ont plus de problèmes de cœur. Ou alors peut-être qu'elles vivent plus en ville. Ou peut-être qu'elles ont déjà plus de problèmes, qu'elles font moins de sport. C'est pour ça qu'elles boivent du soda light, c'est qu'elles font pas trop de sport. Et c'est à cause du fait du manque de sport qu'elles ont plus de problèmes. Donc voilà comment on essaye un peu de vous flouter là-dessus. Corrélation, causalité. On ferme la parenthèse. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à essayer de retravailler ça, parce que ça, vous en avez tous les jours dans les médias, et c'est bien de savoir la différence. Donc encore un petit principe, le 6e, la bonne foi. Voilà. Parce que ça va être quelque chose dont vous allez avoir besoin si vous voulez discuter avec les gens, et que vous allez devoir repérer si les gens en face ont de la bonne foi. Parce que là, on vient de parler de corrélation, causalité. Il y a plein d'autres choses comme ça qui existent. Il y a par exemple ce qu'on appelle les sophismes, les arguments fallacieux. À la base, en Grèce antique, les sophistes, c'était des gens qui savaient s'exprimer, qui maîtrisaient l'art de la rhétorique un peu. Et puis du coup, ils maîtrisaient tellement bien l'art de la rhétorique qu'ils arrivaient à faire un peu croire ce qu'ils voulaient à n'importe qui. Et du coup, c'est devenu un peu un terme péjoratif, un sophisme. C'est du coup un argument qui est faux, mais qui semble être vrai. Et ça aussi, vous en trouvez beaucoup. Allez, quelques petits exemples comme ça. L'homme de paille. L'homme de paille, c'est quand vous allez déformer l'argument de votre adversaire pour pouvoir l'attaquer plus facilement. Justement, vous faites une caricature, donc en politique, c'est souvent utilisé. Voilà, quelqu'un dit un argument, oui, il faudrait peut-être
je sais pas, arrêter la peine de mort et tout, et l'autre va caricaturer en disant ah donc vous voulez libérer et donner de l'argent à tous ceux qui ont commis des crimes, etc. et faire qu'ils aient pas de peine. Non, c'est pas ça, j'ai juste dit qu'il fallait arrêter la peine de mort et tout. Enfin, c'est plus facile d'attaquer. Pareil, hein, quelqu'un vous dit ah vous trouvez pas que ce pantalon, je sais pas, vous dites ouais ce pantalon il te grossit peut-être un peu, etc., etc. Ah donc voilà je suis grosse. Hein, on caricature l'argument de l'autre pour pouvoir l'attaquer. C'est assez facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre après la pente glissante? C'est le fait de faire comme s'il y avait un lien entre une prémisse et ensuite de descendre sur des trucs plus graves. Donc c'est quand les gens vous disent si on autorise les femmes à voter, après ça va être les enfants, puis après on va autoriser les chiens à voter, etc. Comme s'il y avait un lien logique à tout ça. Et du coup après on va attaquer le dernier argument en disant oui mais voilà vous voulez pas qu'on laisse les chiens voter, donc il ne faut pas laisser les femmes voter. Enfin ça paraît logique. C'est l'argument de la pente glissante. Là mes arguments, mes exemples ils sont très grossiers. Il y en a des très subtils des fois dans la politique, amusez-vous à essayer de les repérer. Voilà, vous avez ensuite tout ce qui est les arguments ad hominem, donc attaquer la personne pas sur ses arguments, mais sur la personne en elle-même, ça peut être sur ses origines, sa couleur de peau, ce que vous voulez. Donc ça paraît tout de suite assez facile à repérer, mais des fois aussi, pareil, c'est subtil. Vous avez le fameux aussi sophisme de la fausse logique, un peu. Genre, Aristote est vivant, les chats sont vivants, donc Aristote est un chat. Voilà un des vieux sophismes qu'on connaît tous, aussi qu'on a déjà entendu. Il paraît drôle comme ça, mais ça aussi vous pouvez en repérer beaucoup tous les jours. Et donc je ne vais pas tous vous les énoncer parce qu'il en existe des centaines, bon une centaine, mais amusez-vous à aller lire un peu, à aller connaître les arguments fallacieux. Vous pouvez lire par exemple Comment gagner un débat de Eisenhower, vous pouvez les regarder sur internet, les arguments fallacieux et les sophismes avec des exemples. Et le fait de les avoir lu une fois, de les connaître, après, ça vous fait tilt quand vous les entendez. Parce qu'il y en a, ils sont très très facilement reconnaissables, effectivement. Et donc ça permet déjà, soit si vous voulez manipuler, gagner un débat de façon grossière et malveillante, soit de ne pas vous faire manipuler par un faux débat. Et récemment, il y a eu justement des débats télévisés. Pendant 2 heures, vous pouvez vous amuser à les compter, vous faire un bingo et un loto des arguments fallacieux. Franchement, vous passez une super soirée. Il y en a partout. Tu l'as fait, toi? Non, je me suis pas amusé. Pas à ce point. Non, j'ai préparé ça, justement. J'avais pas le temps. Ah, pareil, bah tiens, on revient sur le grand débat, le faux dilemme. Le fameux, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Soit vous nous aidez pour la guerre en Irak, soit vous êtes du côté des terroristes. Le faux dilemme. On vous laisse le choix entre 2 possibilités et pas d'autres. Comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Ça, par exemple, ça a été utilisé un peu pendant le grand débat, d'une façon dérivée. Ceux qui ont participé un peu au questionnaire en ligne du grand débat, il y avait des questions avec alors vous préférez quoi? Qu'on augmente les impôts ou qu'on baisse les dépenses publiques avec les écoles? Voilà, vous aviez le choix de cocher un peu, voilà, vous préférez, voilà. C'est l'un ou l'autre, quoi. On peut pas, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Faux dilemme. On repère très rapidement. Bon, on continue, que le temps avance. La galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche, notre voisine, qui est déjà à du coup 2,54 millions d'années-lumière. Donc notre plus proche voisine, vous savez, elle nous fonce dessus à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Un jour, on va se rentrer dedans. C'est pas pour tout de suite. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Du coup, voilà, première grosse voisine, très impressionnante. Des milliers encore. Alors elle, c'est plus de 200 000 milliards d'étoiles qu'elle a. Encore une fois, très impressionnant. Un peu comme vous et votre nombre de cellules. D'ailleurs, du coup, on va parler un peu de quelque chose, une dernière chose encore. Petite expérience de pensée. Vous connaissez le bateau de Thésée? Thésée avait un bateau, une jolie barque en bois, et il est parti pour faire un long voyage. Et au fur et à mesure de ce voyage, donc les planches de bois commençaient un peu à pourrir, il fallait les changer. Donc il les changeait, toutes les pièces, une par une, si bien qu'au bout d'un certain moment, plus aucune des pièces d'origine de son bateau n'était d'origine. C'était toutes des pièces de rechange. Ma question c'est donc, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée? Est-ce que c'est encore le même bateau? Si j'ai changé toutes les pièces une par une, même sur 10 ans ça s'est passé, est-ce que c'est encore le même bateau? Qui pense oui, levez la main. Ok. Qui pense que ce n'est pas le même bateau? Ok. Alors du coup, deuxième question. Si je prends toutes les pièces qu'il a changées, qu'il avait enlevées pour remplacer, et que je reconstruis un bateau similaire avec toutes ces vieilles pièces qu'il avait enlevées pour en faire un deuxième bateau, c'est lequel le bateau de Thésée alors? C'est celui qu'il a changé toutes les pièces, qui est tout neuf, etc., mais qui n'a pas de pièces d'origine? Ou c'est celui que j'ai fabriqué avec toutes les anciennes pièces de son bateau d'origine? Ah ouais, bon après, il n'y a pas de bonne réponse, hein, vous inquiétez pas. Ouais, l'un, l'autre, les deux, aucun, il n'y a pas de... Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on regarde.
Voilà, c'est un élément de réponse, ça peut être une piste. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Et d'ailleurs, pour s'en rendre compte, oui. C'est comme le corps qui se régénère complètement tous les 7 Merci. ans, 10 ans. Merci, c'était exactement la suite. Et ben bravo, parce que arriver à le prouver comme ça, du coup voilà, on va en parler. Du coup, je me permets de le dire, mais merci pour la transition. Votre corps se régénère tous les 7 ans à peu près. Tous les 7 ans, il n'y a plus aucune cellule, mis à part des rares exceptions, qui est encore la même. Toute votre peau, les cellules changent, vos organes, votre corps, votre sang, vos muscles, toutes les cellules de votre corps se renouvellent continuellement, si bien que tous les 7 ans, vous n'avez plus le même corps. Toutes les cellules de base que vous aviez quand vous étiez bébé et tout ça, où il y a 7 ans, ne sont plus les mêmes maintenant. Alors, même question pour Thésée, est-ce que c'est encore vous? Est-ce que vous êtes encore vous? Vous n'avez plus le même corps. Et si je refaisais un corps avec toutes vos cellules qui ont été enlevées pour vous refaire à l'identique, ce serait lequel le vrai vous? Sauf qu'on n'est pas défini par nos cellules, mais par nos expériences. Voilà. Un peu comme l'explication du bateau de Thésée. Est-ce qu'on parle matière ou est-ce qu'on parle esprit et expérience? Comme sur le bateau de Thésée, est-ce que, effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est intéressant de se rappeler de ça, ce bateau de Thésée. Bon, allez. La parenthèse est fermée, on revient un peu à nos galaxies. Donc nous revoilà dans le Nama local. Donc ça c'est les galaxies les plus proches de nous. On forme un petit amas local, c'est notre quartier quoi. C'est un peu le quartier, voilà, il y a les voisins, Andromède, machin, MC14 et tout. C'est un peu les galaxies les plus proches, donc qui sont à juste à peine quelques millions d'années-lumière. Donc c'est cool. Si on s'éloigne encore un peu, donc là on est on commence à prendre du recul, on commence à se perdre un peu. Là on commence à voir qu'il y a beaucoup de galaxies. Vraiment beaucoup. On prend encore un peu de recul, voilà. Là, tous les points qu'on voit, c'est des galaxies. Chacune de ces galaxies, donc là, on sait qu'il y en a plusieurs milliards dans l'univers observable. Chacune de ces galaxies a plus de centaines de milliards d'étoiles. Chacune de ces étoiles ont potentiellement une ou plusieurs planètes. Et nous, on n'est pas capable encore d'aller visiter la plus proche de nous sur toutes celles-là. Donc ça, pour encore une fois prendre un peu de recul, ça fout un peu le vertige. Hein. Puis là, si on parle d'extraterrestres, de toute façon, encore une fois, comme disait Alexandre Astier dans l'exoconférence, on s'en fout un peu, parce que le temps qu'ils nous contactent, on les contacte, on est les voir, enfin, c'est pas demain la veille, on est mal barré, on est vraiment perdu. Il y a tellement de trucs, et nous, on est tellement petits et rien, et perdus à des distances qui sont inimaginables. Et là, du coup, c'est ce qu'on appelle les super amas de galaxies. Donc là, pareil, encore une fois, on se rend compte que quand on voit les galaxies de très très loin, elles ont l'impression de former un peu des branches, des filets. On appelle ça les super amas. Donc quand on voit ça, souvent on se dit tiens, c'est marrant, ça ressemble un peu aux neurones, etc. Oui, c'est vrai. Et donc là, encore une fois, un dernier petit détail, attention aux analogies douteuses. L'analogie douteuse, argument fallacieux, c'est le fait de faire ressembler deux trucs pour essayer d'amener un argument. Par exemple, tiens, les chats, ils sont en bonne santé, puis ils se font des étirements le matin, donc sûrement que les étirements, ça met en bonne santé. Ouais, enfin, les chats, ils mangent des souris mortes aussi. Et peut-être c'est ça qui les met en bonne santé, on ne sait pas. Donc attention à les gens qui font un peu des analogies, des métaphores, des comparaisons entre deux trucs pour essayer de les faire se rapprocher, alors qu'au final, c'est juste une analogie, quoi. Ouais, c'est une jolie image, effectivement, ça ressemble à un réseau de neurones, on pourrait imaginer plein de choses, mais de là après ce n'est pas un argument, ça ne prouve rien. Ça aussi, ça rappelle un peu le concordisme, quand les gens font concorder des dates, des noms, des chiffres. Ouais, tel événement, il s'est passé tel jour, pile 4 mois après tel truc. Voilà, on rapproche des choses qui n'ont rien à voir, comme si c'était une preuve, alors que ce n'est pas une preuve. Faites attention à ça. La théorie du complot, c'est souvent ça. Et là, je ne vais pas en citer du tout une seule, mais c'est juste que, habituellement, quand quelqu'un vous donne plein de petits arguments, empilés les uns après les autres, qui chacun, en fait, sont nuls, juste nuls, hein. Je veux dire, concorder deux dates, faire, ouais, si on change toutes les lettres de machin, ça donne Satan, etc. C'est des arguments qui sont bidons, hein. Mais ils vous en donnent tellement à la à la suite des autres que vous n'avez pas le temps de les vérifier, que vous n'avez pas le temps de vous attarder dessus, et ça vous donne un sentiment un peu de grosse argumentation, du coup, oh, putain, il y a quand même vachement d'arguments et tout. Ouais, non, mais si on prend tous les arguments un à un, ils sont bidons, et ça, c'est dangereux. Donc, quand vous, soit en théorie du complot, ou en politique, ou lors d'un débat avec un ami un soir au bar, attention aux gens qui vous donnent beaucoup d'arguments. Un seul bon argument vaudra toujours mieux que 10 000 petits mauvais arguments. Ce sera toujours comme ça. Moins on a d'arguments et plus ils sont forts, et mieux on est sûr de pouvoir gagner un débat.
plutôt que de rajouter des trucs. Et c'est aussi valable pour vous, si vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un, trouver un argument qui soit valable plutôt que de lui amener plein de petits arguments un peu bidons. On continue de prendre le recul, et là on arrive un peu aux limites. Voilà, les astrophysiciens connaissent. Le fond diffus cosmologique, c'est le mur de l'univers observable, c'est-à-dire qu'on ne voit pas après. Donc voilà, là c'est une représentation parce qu'en fait c'est une boule, nous on est au milieu, c'est une sphère en fait. Et donc les couleurs c'est juste des variations de température et tout, c'est pas hyper intéressant, mais enfin tout ça pour dire que du coup c'est des distances inimaginables. On arrive à un truc auquel derrière on ne sait pas ce que c'est comme dans le temps. On ne sait pas ce qui s'est passé avant le Big Bang, on ne sait pas ce que c'est. Et là dans l'espace c'est pareil, au-delà de 13,8 milliards d'années-lumière, on ne sait pas ce qu'il y a, on n'est pas capable actuellement de pouvoir savoir ce qu'il y a. Peut-être qu'un jour ce sera possible, comme on l'a vu, il y aura une étape absolue dans la science, un jour on va peut-être découvrir des trucs. Mais voilà, actuellement on en est là. C'est un peu notre mur des lamentations, si on peut se dire, parce qu'on peut se lamenter de ce qu'on ne peut pas savoir. Et donc le dernier principe, prendre du recul, comme on vient de le faire depuis tout à l'heure, avec une super citation d'MC Solar, qui est le plus grand philosophe que j'ai mis depuis tout à l'heure, je pense, et qui est vachement bien, je trouve. Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Elle est belle, moi j'ai bien aimé aussi. Et donc pour terminer, c'est la dernière slide, et on va se faire plaisir, on va faire juste un petit rappel, un petit dézoom en 3 minutes de ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure en partant de la Terre. Et on part même de plus loin. Là, je vais arrêter de parler, et on va se faire plaisir avec les longueurs et les distances, etc.
allumer la lumière. Bon voilà, c'était la petite conclusion à tout ça, le petit voyage. J'espère que vous n'avez pas trop eu le vertige. Donc je vous ai mis encore Albert Einstein parce que lui on ne peut pas l'éviter à chaque fois dès qu'on parle de science, donc j'en ai quand même mis une. L'imagination est plus importante que la connaissance. Donc s'il y avait une conclusion un peu à avoir à tout ça, restez quand même sceptique, faites gaffe aux arguments des autres, restez curieux, faites attention à vos propres biais, mais surtout là s'il faut retenir quelque chose de la dernière vidéo qu'on vient de voir, c'est faites-vous plaisir quoi. Et attention à vous parce que bon on n'est pas grand chose au final. Voilà. Allez, merci de votre attention.